Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Glénat Manga Live qui pour le coup est vraiment très particulier. En général j'ai tendance à dire que les Glénat Manga Live sont exceptionnels parce qu'on a toujours des thématiques hyper intéressantes et des invités de qualité. Mais aujourd'hui il est surtout très particulier parce que comme vous l'avez déjà vu sur la communication, il est dédié à une œuvre, il est dédié même à un auteur en particulier. Mais au vu de l'actualité, comme vous le savez, on a décidé de changer un petit peu l'organisation de l'émission d'aujourd'hui pour consacrer une petite partie pour rendre hommage à Akira Toriyama, car il se trouve que par un malheureux hasard en fait, entre la dernière émission qu'on a eu l'occasion de faire ensemble et aujourd'hui, eh bien, nous avons malheureusement appris sa disparition qui a évidemment bouleversé le monde entier. Et donc avec nos invités d'aujourd'hui, on va également évoquer et garder un moment pour parler de tout ce qui s'est passé un petit peu autour de cet auteur qui donc est un auteur évidemment signé chez Glénat depuis les tout débuts de sa publication en France. Donc aujourd'hui j'ai avec moi Soso, l'incroyable créatrice de contenu qui est là sur tous les réseaux sociaux pour vous partager sa passion du manga. Bonsoir Soso. Bonsoir Caro. Ça fait longtemps. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. D'ailleurs, je crois que c'était Tokyo Revengers, je crois. C'était peut-être, je m'y perds personnellement. Je m'y perds beaucoup moi aussi. Je me souviens que de la dernière en date à chaque fois et je sais que c'était Mathie. Voilà, je me souviens qu'il y avait Mathie il n'y a pas longtemps et aujourd'hui c'est toi et on te reçoit évidemment avec plaisir car tu es très très fan de Pour le pire qui est l'œuvre qui va être donc le focus. Depuis le premier tome, depuis la réception de ce tome, je suis très très fan, j'en ai beaucoup parlé. Donc je suis très contente qu'on m'invite aujourd'hui pour parler de ce chef-d'œuvre encore sous-coté, je trouve. On va essayer de recoter ça un petit peu tous ensemble. Et on va également aborder les autres œuvres de l'artiste qui sont disponibles chez Glénat et vraiment en fait c'est un artiste pépite. Mais je ne sais pas pourquoi si peu de gens finalement parlent de son travail. Benoît aussi est avec nous aujourd'hui. Bonsoir à toutes et tous. De la même manière que Soso, ça fait longtemps Benoît. Oui, ça fait longtemps, exactement. Ce live me manquait, donc bien je viens avec beaucoup de plaisir. Et dis pas qu'on l'a forcé voilà. Comme ça là. On a fait le ça même fait pas longtemps par contre. Non, ça fait pas longtemps. Ça fait même pas une semaine. Non. Demain ça fera une semaine. Demain ça fera une semaine. Voilà. Ah, sans doute justement un petit peu à cause de ce dont tu me parlais, car tu as été demandé un petit peu partout, à droite et à gauche. Oui. Donc on vous le disait, on prend un petit moment en début d'émission pour revenir sur Akira Toriyama, qui est un des artistes qui a littéralement bouleversé le monde du manga à travers tous les pays, tous les pays, car on sait qu'il a été une source d'inspiration aussi bien dans son pays d'origine qu'à travers le monde. Des générations ont été touchées par son travail et ont parfois pu changer la donne dans le destin de certaines personnes. Et je me trouve personnellement très concernée par ce changement de destin également. Soso aussi. Soso, tu as fait une vidéo récemment où justement on t'expliquait que tu n'étais pas tout à fait de la génération des gens qui ont regardé ça au tout début, mais que l'impact était aussi fort. Ouais, en fait, en plus c'est vrai que nous en tant que créateurs de contenu, les gens ils étaient en mode elle est où ta vidéo hommage, elle est où et en fait je voulais pas faire forcément une grosse vidéo hommage. Quand on avait discuté avec le chef Otaku d'ailleurs, c'est un peu compliqué de se lancer direct en faisant un gros format YouTube dessus, surtout que quand on est face à ce genre d'œuvre, ce genre de personnes, c'est très stressant de faire une vidéo hommage. Donc à la place j'ai préféré prendre un peu de temps pour juste voilà, dire ce que je pensais de tout ça et passer un petit mot à la communauté, puisque en fait on est un petit peu tous en deuil. C'est comme si j'envoyais un message à tout le monde en mode bon bah on va tous serrer les coudes parce que c'est pas facile. Ça fait bizarre parce qu'il y a eu Miola, moi Miola je m'en remets toujours pas personnellement mais tu vois genre c'est Toriyama en fait moi j'y croyais pas trop. J'étais en mode et c'était trop bizarre parce qu'on l'avait raconté avec l'équipe de Yata. On était tous bizarrement réveillés tous à 4h du matin quand Ringo qui est au Japon nous a envoyé la nouvelle en direct et on était en mode alors déjà c'est bizarre qu'on soit tous réveillés pour ça et quand on a appris la nouvelle on était en mode non c'est pas possible. C'est comme s'il était un peu immortel, c'était pas le moment pour lui de partir, genre. Alors pourtant Dragon Ball est terminé, je sais qu'il y a Dragon Ball Super, mais c'est vrai que pour ceux qui sont attachés à l'œuvre Dragon Ball, il avait terminé son œuvre et tout, et ça reste quand même quelqu'un, on était en mode bah non en fait il est un peu éternel trop bizarrement, enfin bizarrement quoi. Donc mais c'est vrai que moi j'ai commencé tard, je suis pas de la génération Dorothée. Donc j'ai pas connu tout ça, c'est vrai que quand je vous entendais parler à chaque fois, j'étais en mode ça avait l'air bien, ça avait l'air incroyable de découvrir tout ça. Mais c'est vrai que j'en parlais avec Mathie, lui il était plus en mode il a découvert ça
par des cassettes qu'on lui a données, tout ça. Et moi, c'est vrai que moi, on m'avait pas forcément mise devant, c'est bien plus tard que j'ai découvert. Et en même temps, je regrette pas forcément parce que j'ai découvert à l'âge adulte. Donc j'ai eu un œil d'adulte, j'ai pas eu la fameuse nostalgie. Et du coup, quand on me dit oui, mais t'aimes Dragon Ball par nostalgie, je fais... Non, pas du tout. C'est pas de la nostalgie Dragon Ball, c'est juste génial en fait. J'ai autant apprécié que quelqu'un qui a regardé à l'époque et j'ai autant été subjuguée par tout ce que je voyais alors que c'était les graphismes de l'époque. C'est un autre temps et pourtant c'est tellement avant-gardiste sur plein de choses. Et donc voilà, ça m'a fait un peu beaucoup bizarre et je pense qu'on va mettre du temps à s'en rendre compte qu'il est parti. Mais vu que je pars bientôt normalement au Japon, je pense que je vais vraiment m'en rendre compte qu'il est parti quand je vais arriver là-bas. Oui. Donc, c'est vrai que le Japon a dû faire énormément de choses aussi par rapport à sa disparition. Hâte de voir du coup sur tes réseaux sociaux ce que tu vas nous montrer de ton voyage au Japon. Je vous montrerai beaucoup la télé, je pense, parce que la télé ça tourne tout le temps. C'est assez fou, il y a pas mal d'extraits vidéo qui sortent, qui n'étaient pas sortis à l'époque, donc il y a pas mal de petites choses un peu exclusives qui sortent. C'est dommage qu'on l'ait pas eu de son vivant, mais au moins on les a quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sortent. D'ailleurs Benoît, en parlant de choses qui sortent, toi on t'a fait sortir de Glénat pour aller un petit peu sur tous les médias, puisque du coup, je le disais, Dragon Ball et autres œuvres de Akira Toriyama, tout ça c'est signé chez Glénat, et du coup forcément il fallait que des gens de la maison d'édition puissent aller parler de l'artiste et de son œuvre sur différents médias. T'as été invité par quoi par exemple? J'ai été invité par différentes radios, donc Soso parlait tout à l'heure de l'émission Yata de mercredi dernier. J'ai été invité sur France Inter, j'ai répondu à des questions pour les Échos, pour le Figaro, pour aussi d'autres médias web, pour aussi BIP TV. Donc en fait, ce sont bien évidemment l'essentiel des questions s'est concentré le vendredi. Donc autant dire que le vendredi, quand je me suis levé, notif Messenger d'un de mes auteurs, tu as vu, Akira Toriyama est mort. Et je suis encore dans mon lit, mon cœur n'est pas prêt à absorber cette nouvelle. Donc je suis resté 5 minutes de plus au lit, le temps de digérer. Et puis après, donc il y a eu effectivement les multiples sollicitations, notamment une émission où justement il y avait qui s'appelait Téléphone sonne sur France Inter, où les gens justement appelaient pour dire à quel point Toriyama était important pour eux. Et ce qui était intéressant et très émouvant dans cette émission en particulier, les autres l'étaient aussi, mais c'est qu'en fait on avait des garçons de 7 ou 8 ans qui appelaient pour dire qu'ils avaient découvert Dragon Ball par leur papa. Alors moi je fais partie de la génération Club Dorothée, donc je remercie Mademoiselle Soso de m'avoir fait sentir le gap en termes d'années. Moi aussi je suis génération Club Do, t'inquiète pas. Et donc Dragon Ball a été mon premier manga, à la fois animé et papier. Et le fait de voir que c'est une série qui se transmettait, ça avait quelque chose d'assez réconfortant, parce que je suis d'accord avec toi, quand on t'annonce ça, tu accuses le coup, et puis après tu fais on va continuer, parce que la vie continue, et là tu prends réellement conscience en fait de choses dont je dirais que tu sais sans forcément avoir mis le doigt dessus. Tu sais qu'il y a une très grande communauté de fans de Dragon Ball, tu sais qu'il y a une communauté qui est à la fois très expressive, qu'il y a aussi une communauté, je dirais, silencieuse, mais qui du coup se rassemble dans le cadre de ces éléments, et ça permet véritablement de prendre conscience que Dragon Ball et Toriyama font partie vraiment d'une très grande histoire qui est l'histoire culturelle du manga et même l'histoire culturelle tout court, et ça c'est vrai que c'est toujours agréable de se dire que on a grandi avec ça, et que on ne sera pas les seuls à grandir avec cette œuvre. Ouais, ça c'est sûr. Ça continuera, c'est intergénérationnel. Quand tu parlais d'enfants de 8 ans qui lisaient à travers leur papa qui leur a fait découvrir, moi j'ai littéralement le cas d'un camarade de classe de mon fils, c'est même pas ses parents, mais il s'est mis à Dragon Ball l'été dernier, et genre il est super fan, et à son anniversaire, mais il a demandé des tomes de Dragon Ball évidemment, enfin, c'est la base, et c'est là que je me suis dit, ça aurait pu être mon gamin, c'est dommage, c'est pas bien, mais c'est incroyable, ça ne s'arrête pas, ça continue, c'est encore là, c'est encore présent, c'est le travail de cet artiste incroyable, et donc effectivement, quitte à moi aussi rajouter ma petite dose de tristesse à cet hommage aujourd'hui, c'est que moi j'ai grandi avec lui, et en fait il a toujours fait partie de ma vie, et Akira Toriyama, mais comme Dragon Ball et ses autres œuvres évidemment, mais c'est vrai que Dragon Ball c'était tellement dans mon quotidien que j'avais même pas forcément avoir le besoin de comme beaucoup de gens, d'avoir une figurine à la maison, d'avoir tant de choses, tu vois. Il y a des gens, il y a plein de gens, ils en ont besoin. Mon frère, par exemple, c'est un petit musée chez lui, littéralement. Il y a les boules de...
boule de Oui, cristal. c'est Il y a vraiment plein de trucs. Il a les coussins à boule de cristal aussi. Enfin, il Oui, a moi vraiment. aussi. T'habites chez mon frère ou... Donc vraiment, je me disais en plus, mon frère, voilà, c'est bon, il a tout. J'ai pas besoin de moi forcément trop avoir, parce que ça faisait partie de ma vie depuis toujours. Et c'est vrai que comme Soso, quand ça arrive, on se dit mais c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Et en fait, ce qui m'a surtout surprise, c'est que comme j'avais pas forcément d'éléments chez moi, à part les tomes de manga, je me disais pas forcément que j'allais être impactée et peut-être pleurer toute une journée. Oui. Et en fait, finalement, si. Et ça s'est alimenté, bien évidemment, parce que comme les gens devant BFM TV quand il y a des attaques, et ben moi j'étais sur les réseaux sociaux et je voyais tous les gens qui pleuraient et je voyais des dessins hommages, je voyais l'impact mondial que ça a provoqué. C'était juste phénoménal. Des artistes, on se dit pas forcément qu'ils ont eu ça aussi dans leur héritage finalement. Et bien si. Et c'est là que je me suis dit, voilà, la force du manga, elle est là. Elle est là et en fait vraiment tout cet ensemble m'a profondément émue et j'ai mis du temps à me relever de tout ça et maintenant j'avoue j'ai très envie d'avoir plein de trucs d'Akira Toriyama à la maison. J'en avais plus de figurines, maintenant j'en veux. Ouais, c'est ça. J'avoue que maintenant j'en veux au moins une. J'en veux au moins une. C'est ouf comme souvent la mort d'un mangaka ou d'une personne ou d'un artiste nous fait nous rendre compte à quel point il était impactant. Et en fait ça réveille des choses. Moi je sais que j'ai une amie à moi qui m'a envoyé un message, elle m'a dit, je pensais pas venant d'elle, parce que moi, elle s'est remise au manga il y a pas longtemps, à cause de moi d'ailleurs. Elle m'a dit, j'ai lâché une larme, ça m'a fait trop bizarre, mais j'ai lâché une larme parce qu'en fait, ça a ramené des souvenirs de moi avec mon grand frère quand j'étais petite, parce qu'on regardait Dragon Ball. Et du coup, en fait, je pense que ça a réveillé quelque chose dans toutes les personnes, que ce soit des gros fans, ou comme tu dis, ou des gens qui ont des souvenirs. Il y a quelque chose qui est lié à ça, que ce soit la jeunesse ou l'impact que ça a pu avoir dans notre vie. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu plein d'artistes. Et moi, je pense que ce qui m'a terminé, c'est littéralement le message de Kishimoto et le message de Oda. Le message de Kishimoto, j'ai l'impression qu'il était perdu au milieu du désert et qu'on lui avait arraché une partie de son cœur. Et le long message, je l'ai lu, ça a fini de m'achever, je pense, ce jour-là. C'était horrible. C'est vrai qu'il y a des mangaka qui se sont exprimés. Il y en a un en particulier. Alors, mon mari est de la génération d'encore un peu avant. Donc, on va dire que tout ce qui est Akira Toriyama et tout, il était aux premières portes quand tout est arrivé en France. Il était très au fait des relations d'Akira Toriyama avec d'autres mangaka. Et son premier réflexe, ça a été de me dire « Mais Katsura, il s'est exprimé ?» Et j'étais en mode ah bon, Katsura? Il me dit bah oui, ils étaient super amis. J'étais en mode ah, c'est pour mon mari qui m'apprend des trucs sur le milieu du manga. J'étais un peu choquée. Mais effectivement, et j'ai découvert à ce moment-là, parce que j'en avais pas eu forcément connaissance, que Katsura, qui est un mangaka aussi, très connu, mais pas autant qu'Akira Toriyama dans l'idée, mais ils étaient proches. Et quand on voit justement les mots qu'il a pu poser après son décès, et bah, j'ai encore chialé, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, en fait on se rend pas compte, des fois, ils étaient apparemment très amis, mais ils étaient un peu perdus de vue, mais pas forcément, genre ils se voyaient plus, mais ils étaient plus aussi proches qu'avant, et en fait, bah, du coup ce décès, ça... Voilà, c'est le. Bah, j'aurais dû t'appeler, j'aurais dû t'envoyer un message. Oui, mais on aurait dû se voir. C'était vraiment très très bouleversant, surtout quand on pense à tous ces gens du milieu professionnel aussi. Il y avait un peu de ça parce que justement ils avaient travaillé donc sur une œuvre conjointe qui s'appelait Katsura Akira, où du coup Toriyama était au scénario et Katsura était au dessin. Et en fait, il me semble qu'il y avait une petite postface, à un moment où justement ils expliquaient qu'ils étaient ravis de travailler ensemble parce que il reste deux mangaka qui chacun sur leur série avaient on va dire leurs objectifs, leurs ambitions, puis même leurs impératifs, et que le fait de travailler sur un one shot leur avait permis aussi de se retrouver. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, oui, bien sûr. D'ailleurs, un des éléments aussi qui m'ont énormément peiné, parce que c'est toujours un peu l'idée de se dire ah mais il ne verra pas ça. On était cette année en train de célébrer les 40 ans de Dragon Ball. On a le même âge, c'est terrible. Je me sens très proche de cette œuvre depuis que j'ai découvert qu'elle était née en 84. Je me suis dit, ah bon? Et en fait, c'est 40 ans. Très bien, je prends conscience de la situation. Et donc, il y a la célébration qui est en cours, prévue pour toute l'année, avec plein de choses qui sont censées être mises en place. Et on a, du coup, effectivement aussi Sandland qui est remis très, très en avant. Vous avez annoncé déjà l'animé, on avait annoncé le jeu vidéo. Il y a donc beaucoup de choses qui se font autour de Sandland. Et il y a justement une actualité, donc on va passer aux news.
On me dit qu'on ne lit pas le chat, alors vous êtes un peu triste, du coup je vais lire le chat avant de passer à la petite news. Moi je le lisais mais j'y répondais pas parce que j'étais d'accord avec tout ce qu'ils disent. Bah, il s'exprime beaucoup Voilà. aussi. Vous avez parlé de la fin du chapitre de DBS, Piccolo qui dit au revoir dans une case, Toyotaro qui dit au revoir à Akira Toriyama. Alors non, on ne l'a pas évoqué parce qu'on n'évoque pas non plus tous les détails. Moi je voulais surtout parler de ce que moi j'avais vu sur les réseaux sociaux parce que ça m'avait déjà pas mal impacté. Après évidemment qu'il y a des petits clins d'œil, je disais que beaucoup d'artistes s'étaient exprimés avec des dessins hommages aussi, et c'est vrai que j'ai vu même des artistes qui sont pas du tout japonais faire des petites histoires en 4 cases qui retracent hyper bien en fait finalement Akira Toriyama dans l'univers de Dragon Ball. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses, mais on vous lit hein. C'est juste que du coup en vrai on est en train de prendre un peu plus de temps que prévu, mais tout va bien, c'est important de consacrer du temps à Akira Toriyama de toute façon. Mais donc je vous disais qu'il y a une petite actualité que vous avez peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un nouveau trailer pour l'animé Sandland, que je vous rappelle, on devrait normalement retrouver sur Disney+. En tout cas, l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux de Disney+ Japon. Donc avec assurance, c'est sur ce channel que vous pourrez retrouver la série dès le 20 mars, si je ne me trompe pas. On attend évidemment des confirmations de la part du réseau social de Disney Channel en France pour être sûr de retrouver ça dès demain, sinon ce sera comme pour d'autres séries dont on avait déjà parlé, ça arrivera en cours de saison. Ce sera un petit peu triste, mais écoutez, soyons patients. Si jamais vous avez l'info, parce que vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à me la partager, bien sûr. Là, je peux pas aller sur Twitter, il me faudrait 4 tablettes. Donc, si jamais vous avez une info... il y a aussi Avio Racing qui nous dit, pour l'instant, ça fait toujours bizarre quand... exception pour Roger Carrel et pour No Life aussi, c'est gentil. Moi aussi, j'avais pleuré quand No Life s'est arrêté, mais ça n'a rien à voir, mais je comprends. Merci beaucoup. I can relate. Je comprends. Je comprends totalement. Quand j'ai appris la disparition de Toriyama, mon grand de 7 ans regardait DBZ, j'ai versé ma petite larme. Ah, l'émotion en tant que parent, en plus, tu regardes Toriyama. Je comprends complètement, évidemment. Bon, merci. L'héritage est bien en place, quoi. Clairement, non, c'est fabuleux. Alors, sur ce trailer, vous n'avez évidemment pas le son, mais du coup, vous allez normalement pouvoir entendre, si vous allez le regarder sur YouTube, un petit bout de ce qui sera le générique de cet animé. Donc c'est a priori Water Carrier de Croy, ou l'inverse, mais je crois qu'entre guillemets c'est en général le titre de la chanson. Donc je connais pas pour le coup le groupe ou l'artiste, mais ça donne envie d'en voir un peu plus. En tout cas ça a l'air assez carré, ça a l'air assez propre au vu de ce trailer, donc on en apprend un petit peu plus, on voit encore plus de choses. Et en fait quand je vois ces images-là, je me dis, attends, il se passait vraiment tout ça dans Sandland? Parce que moi, je l'ai lu. Moi, j'ai lu Sandland. Sur le site Disney+, France, c'est bien marqué disponible à partir du 20 mars. Torgan, merci beaucoup, parce que j'ai pas eu le temps d'aller vérifier avant le début de l'émission, c'est très gentil. On te fait confiance, Torgan, on te fait confiance. Oui. Écoutez, donc dès demain, vous allez pouvoir découvrir ça. Et c'est une excellente nouvelle, on est beaucoup actuellement sur Sandland, vous le remarquez, puisque avec l'animé, qui est donc vraiment dans l'actualité, il arrive dès demain, un potentiel jeu vidéo qui arrivera également plus tard. Une des questions de mon mari, ça a été, attends, ils font un animé sur un one-shot? Il avait écrit des trucs en plus. En vrai, je sais pas. Je sais pas s'il avait écrit des trucs en plus, mais peut-être qu'il y a moyen d'en faire quand même un animé, d'en faire un univers un peu étendu. Mais par rapport à Sandland, nous avons également une actualité au sein de Glénat, Benoît. Oui, exactement. C'est une actualité qu'on aurait souhaité annoncer, gérer en des circonstances un petit peu plus heureuses, puisque nous avions signé ce titre en amont, mais dans la mesure où justement l'animé a été annoncé sur Disney+, il faut savoir que nous travaillons donc sur une nouvelle édition de Sandland. Nous avons reçu en plus justement lors de la semaine de l'annonce du décès d'Akira Toriyama, nous avons reçu l'exemplaire modèle japonais sur lequel nous allons travailler, donc on sera sur un format comme ça, format perfect 15-21, avec donc notamment des pages couleurs, etc. Oh, bien, on peut peut-être les montrer les pages couleurs. Attends, regarde. Il y a une page couleur ici. Regardez. Aux couleurs de l'animé, vraiment. C'est beau. Avec le même côté très punchy, je trouve. Oui. Ah, c'est sympa. Est-ce qu'on a encore une petite page couleur? Oui. Oh, oui. Non, c'est beau. Ah oui, non, ça rend très très bien. Donc voilà, donc c'est une nouvelle édition de Sandland qui du coup pour nous a une valeur toute particulière, puisque bien évidemment lorsque nous avions prévu de la publier, à aucun moment nous ne nous serions attendus au décès de son auteur, et donc on publiera ce titre non pas le 20 mars comme
Pas comme l'animé. Pas comme l'animé, parce qu'il faut un peu plus de temps, mais cette nouvelle édition paraîtra début octobre. Début octobre, donc la nouvelle édition de Sandland, à partir on va dire quasiment de la rentrée prochaine. C'est exactement le même tome qu'avant, avec juste les pages couleurs. Il n'avait pas écrit des trucs en plus, que je ne saurais pas. Je ne pense pas qu'il y ait... Ah si, il me semble... mais il y a des bonus là. Il me semble qu'il y a des pages en plus, si, exactement. Ça, parce que il y a justement, des pages, non, exactement. On a envoyé justement ces pages, donc ce titre fait l'objet d'une traduction, je dirais, révisée et augmentée, pour justement être à la fois conforme à l'animé et également conforme tout simplement aux attentes du lectorat. Donc il fera l'objet d'une nouvelle traduction, d'une nouvelle maquette, une nouvelle lettrage, etc. Donc toujours pareil en format donc 15-21 avec les pages couleurs. Ah, parce que Sandland c'est 2002 en France. Oui, Sandland est sorti il y a très longtemps. Enfin, à titre de comparaison, l'exemplaire que vous avez ici, il n'y a pas de jaquette. Oui, mais c'est une version vachement plus récente, hein, parce que moi j'ai l'original de 2002. Ouais. C'est pas le même carton là, tu vois, ça c'est un carton beaucoup plus dur. Un peu comme la première édition de Dragon Ball un peu. Même, oui, en fait, oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, voilà, donc Sandland n'avait jamais eu, je dirais, d'édition identique, enfin, au plus proche de la version japonaise, et nous allons nous en rapprocher le plus possible. Et ben écoute, très beau. Très beau, très cool de faire ça. Après, j'imagine que vous l'aviez prévu de base parce que c'est le fameux 2024, donc les 40 ans de célébration. Et juste, c'est un titre que nous avions déjà prévu au planning. Simplement, je dirais, l'actualité nous rattrape malheureusement à notre corps défendant. Eh bien, merci beaucoup pour cette annonce vraiment sympathique et cool pour les fans de l'œuvre de Toriyama, parce que peut-être que beaucoup connaissent Dragon Ball, mais Sandland étant un one-shot finalement, a peut-être été un peu moins dans les bibliothèques des gens. Et c'est à découvrir, c'est une histoire d'aventure made in Akira Toriyama. Donc pour les gens qui aiment ce genre d'univers, je pense que c'est un must-read absolu. Si vous aimez les blagues, Dr. Slump pour le coup, parce que c'est vraiment pipi caca. Mon fils adore Dr. Slump. Il n'a pas encore testé Dragon Ball, mais je pense que c'est la bonne année pour se lancer. Ça y est. Ah oui, non, je lui ai dit, c'est foutu, mon fils. Il est parti, il nous a quittés, donc cette année, tu vas découvrir Dragon Ball. Ah bah oui, il a compris qu'il n'avait pas le choix. C'est bon, il a compris. Bon, c'est bon alors. Oui, il a compris, parce que j'ai beaucoup insisté, et puis il m'a vu pleurer aussi. Il m'a vu super mal, et il m'a dit... Il s'est dit, mais non, t'inquiète, je vais te lire. C'était pas tout à fait comme ça. C'est à cause de moi que tu pleures. Non. Mais ça peut l'être si tu pourrais aimer les mangas, c'est pour ça que je pleure. Tu pourrais soulager ma peine si tu lisais Dragon Ball. Ça joue sur la corde centimes, c'est bien. J'aurais dû faire comme ça. J'aurais dû retourner ça comme ça. J'y penserai pour les prochaines fois. Mon cher Benoît, ce n'est pas la seule annonce que tu as ramenée avec toi pour nous accompagner dans cette émission. Exactement. On n'est plus sur Akira Toriyama, on n'est plus sur Berserk, mais du coup, plutôt que d'attendre la fin de l'émission, on s'est dit qu'on allait vous apporter cette deuxième annonce d'un coup comme ça. Alors attention, double effet qui se coule. Double effet qui se coule parce qu'en plus on sait que nous avons Mademoiselle Soso qui est là, donc forcément nous allons pouvoir observer sa réaction en direct. Sachez que nous avons su le premier exemplaire justificatif du coffret Berserk Collector, qui est donc... Wow, c'est magnifique. C'est superbe. Elle va le voler. Mais c'est une maquette, c'est pas le vrai produit. C'est une maquette. C'est une maquette. Voilà. Il est magnifique. Et donc qui contiendra à la fois bien évidemment l'exemplaire ainsi qu'un jeu de tarot. C'est la maquette, mais il y a le jeu de tarot dedans quand même. Oh. Est-ce que tu vois à quel point je fais ça? Donc ça en fait c'est le premier modèle, c'est le modèle sur lequel on a donné notre validation, notre bon à tirer. Le fait est qu'il y a malheureusement différentes contraintes de production extérieure liées à la fois à un processus, on voit notamment que les cartes sont dorées sur le côté. C'est beau, j'avais pas vu. Pardon. C'est magnifique. Donc, donc le processus de fabrication est toujours en cours, sauf qu'on a également des problématiques de transport. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par le canal de Suez, il faut passer par le canal de Bonne-Espérance, le cap de Bonne-Espérance, pardon, excusez-moi. Donc ce qui rallonge autant le temps de transport. Et on a eu l'information
une demi-heure avant le live, hein, donc c'est tout frais. Tout frais. Et ce qui fait que donc, le coffret Berserk, donc le Berserk 42 qui était prévu à la base pour fin juin, ne sortira pas fin juin puisque l'imprimeur ne sera pas en mesure de C'est tenir dommage, cet c'est mon office. anniversaire, fin juin. Fin juin, ça fait beaucoup de jours pour ton anniversaire. 27 juin. Pardon. 27 juin. Je suis sûre que c'était la bonne date. Donc sachez que du coup ce Berserk 42, donc collector et non collector, sortira finalement le 10 juillet. C'est Mercredi pas longtemps 10 après. juillet. Pas longtemps après. Donc, Ça va, je juste, vous pardonne. Voilà. Donc notamment juste avant Japan Expo. Et comme c'est un coffret que nous savons particulièrement attendu et prisé par les fans, surtout n'hésitez pas à le réserver auprès de vos points de vente pour récupérer vos exemplaires, parce que certes nous avons un tirage qui est assez important, mais nous savons aussi que de nombreux fans se rueront dessus. Donc si par exemple vous aviez prévu de venir à Japan Expo, nous aurons évidemment des quantités pour Japan Expo, mais surtout si vous avez la possibilité de le réserver avant auprès de vos points de vente, au moins vous serez sûr d'avoir le coffret en question. Voilà, toutes les informations ont bien été communiquées. En tout cas, c'est une superbe nouvelle de pouvoir avoir le produit presque tel qu'il sera dans vos librairies, avec du coup le tome en plus à l'intérieur, bien évidemment. C'est incroyable. Je peux avoir une carte pour sentir le... Attends, je pique une carte pour... Je te jure, le jeu est sublime. Oh là 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 C'est... En fait, c'est il y a- hallucinant. En fait, ouais, c'est... En fait, quand on met tout de côté, là, enfin, les... Bah, du coup, est-ce qu'on peut dire les La dos? tranche. La Ouais, tranche. du coup là c'est la tranche. C'est la effectivement, tranche, parce que c'est toutes tranché. les parties sont tranchées. Toutes les parties sont tranchées, tu as raison, tu as raison. Les tranches sont dorées et c'est superbe. Quand on voit le paquet sur le côté, vous voyez d'ailleurs hein, du côté de Soso, c'est incroyable. Même C'est la tellement beau. colorimétrie, Regarde, ça brille dans les mains de Soso, vous avez vu. mais même les illustrations. Les illustrations sont magnifiques. C'est incroyable. Elles sont Vraiment, le magnifiques. taf dessus et oh là là. Ça va donner envie de faire du tarot, cette Voilà. histoire. Ah bon, clairement, oui. Je réponds à une question dans le chat. Oui. Le Berserk qui sera dans ce coffret sera identique au Berserk normal. Donc il n'y aura pas de jaquette alternative pour ce tome 42. Le coffret collector du tome 42, c'est ce coffret avec le jeu de tarot. Mais il n'y aura pas d'édition alternative spéciale en termes de jaquette. C'est déjà pas mal, hein. Je trouve, dans l'idée d'avoir tout ça. On l'avait eu pour le 41. Pour le 41, on avait eu une édition différente. C'était à part. Voilà. Ouais. On avait une édition différente parce que c'était aussi le dernier tome réalisé par Kentaro Miura. Oui. Et il nous avait paru totalement cohérent de proposer une édition spéciale qui était la dernière. J'ai vraiment cru que c'était un petit, Voilà. Ça, c'est un la, petit livret. ça, c'est la cale pour permettre Oui, de oui. mettre l'ouvrage. Mais même la cale est stylée, il y a la marque du sacrifice dessus. Bah, merci beaucoup, c'est Voilà. vraiment très gentil. Je le reprends. Oh là 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 là. Au niveau du poids. Ça sera le même poids du coup, vu qu'on est Bah, sur un petit le- peu plus lourd vu Perçu. qu'il Il y aura le tome. il fera à peu près 250 grammes de plus. Et évidemment l'effet doré, enfin l'effet doré. Oh là c'est beau, j'adore quand ça brille comme ça, là c'est trop stylé. Ah non, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Ça j'aime ça. Oh, petit berserk aussi là derrière qui brille. Donc un petit peu plus de patience à voir. Des gens demandaient le prix également. Il y a un prix là indiqué, est-ce que c'est le bon? Oui, normalement. Eh bien il coûtera 23,45 € les amis. Donc Hyper précis. oui, c'est pas 24, c'est pas C'est pas 25, c'est pas 23. 23,99, c'est 23,45. 23,45 €. Moi, je trouve que pour le produit, enfin, en vrai, ça va. Donc, Clairement. moi, je Et suis plutôt contente. Le jeu de tarot, je tiens à préciser, parce C'est que j'en beau. ai, c'est très cher. Ah Oui, ouais. oui, Les oui. jeux de tarot, c'est très De cher. base, un jeu de tarot, c'est 20 €. Ouais. Ah oui, d'accord. Enfin, un jeu de tarot divinatoire dans ce sens-là, un jeu de Ouais. tarot basique, on peut en avoir oui, pour 5-7 d'accord. €, mais un jeu de tarot divinatoire, à partir du moment où on s'intéresse à ce genre de choses, faut taper Ouais. dans les 20 €. Sachant que tu as une petite boîte, tu as le jeu, ok, il est gardé dans un petit tissu, tu as des illustrations. Là, on est quand même sur des illustrations de Berserk, donc ouais, clairement, c'est vraiment pas du vol. En Vraiment. tout cas, les gens sont d'accord avec moi. Ils disent, oh, ça va. Ça va, Bien hein, sûr que ça va pour 23,45 €. Hein. Bien sûr que ça va. Ça va toujours. Mais ça sort en France, hein, Clone Effect. Tu te dis, ah, j'aimerais bien que ça sorte en France. C'est le prototype français. Non, hein. les versions de luxe. Ah, les versions de luxe. Les versions grand format. Ah, Alors- franchement, est-ce que tout le monde a les moyens de mettre 60 € dans un tome de Berserk C'est quoi les versions de luxe? C'est le truc les aux Américains, États-Unis, là. C'est les trucs américains. Ah je oui, pense. mais c'est On a Viz déjà eu, c'est Viz qui fait ça, je crois. Ouais, mais moi j'ai vu le prix, C'était- je les ai même pas pris. Hein. Ouais. Je me suis dit, je ramène un tome 1 quand j'étais allée aux États-Unis, je ramène un tome 1 pour le souvenir. C'est un peu cher le souvenir. Hein. Ah, J'ai- mais les d'ailleurs, mangas j'ai sont pris, chers, il me semble. Mais j'ai hein, pris aux aucun manga aux États-Unis. États-Unis d'ailleurs Puis parce qu'ils après, sont ou pas beaux ou hors de prix. Et Ouais. puis la question des Deluxe se pose toujours pour des séries qui sont en cours.
Puisqu'en fait, Ouais. on avait déjà abordé la question et je dirais déjà, par exemple, la version américaine, tous les tomes ne sont pas en deluxe. Donc ça veut dire que vous commencez une série en deluxe, mettons, je sais pas, les 3-6 premiers tomes. Puis après, si vous voulez la suite, vous passez forcément sur un format plus petit. Donc ça veut dire que vous avez une expérience de lecture qui est déceptive. Et même à supposer que, par exemple, toute l'édition soit en deluxe, qu'est-ce qui se passe lorsque vous rattrapez la parution japonaise? C'est-à-dire que là, par exemple, il va y avoir 42 volumes en deluxe. Et lorsque le 43 va sortir, qu'est-ce qui sortira en deluxe? Est-ce qu'il sortira en format normal, etc. Ouais. Donc c'est toujours quelque chose d'assez difficile. Nous, on l'a vécu, toute proportion gardée, par exemple, sur le Gun Last Order, où justement, quand Yukito Kishiro avait changé d'éditeur au Japon, il avait fallu proposer des éditions intermédiaires. Et donc, c'est toute une réflexion. Donc, on entend tout à fait, bien évidemment, la demande des fans de proposer de véritables versions, mais on est obligé, en tant qu'éditeur, de penser à la série, non pas juste pour les premiers volumes, mais la série dans son ensemble, pour savoir qu'est-ce qui rendra le mieux dans la bibliothèque au fur et à mesure du rythme de parution. Ouais, je suis d'accord, parce que c'est vrai que j'avais vu des vidéos, et c'est vrai qu'elle est très belle, hein, c'est beau dans une mangathèque, mais si en effet, il y en a qui commencent Berserk avec ça, parce qu'on pense beaucoup à nous en mode on a déjà tout lu, c'est pas grave, je vais l'acheter de toute façon, mais il y a des gens qui commencent comme ça, il y a des gens qui ont commencé à Dragon Ball avec justement l'édition Perfect. C'est bien dommage de rattraper, de passer sur un format plus petit, sachant que oui, quand on a une Perfect, c'est très très beau, c'est grand, surtout pour du Mio là, c'est vraiment top, donc je pense que c'est mieux d'attendre qu'il y ait une fin et d'avoir tout d'un coup, en vrai, et puis ça vous permet en plus de sortir plus rapidement les tomes. Donc un peu de patience. Voilà, soyons patients. Et tout va bien se passer, vous allez voir. Et bien écoutez, on s'arrête ici pour l'actu et les annonces, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que du coup, comme ça, on va pouvoir passer aux sorties en librairie dès demain. Question, est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Ah, pas du tout. Est-ce que le chat, vous avez un mouchoir? Faites passer les mouchoirs. Non, mais là, il y a mon sauveur en face. Non, mais il a tout. Là, il a tout. Pour moi, bonjour, j'ai Berserk. Voilà. Bonjour, j'ai les mouchoirs. Bonjour, j'ai les annonces. Mais tu viens me la faire du coup, je pense. Le 27 juin, j'ai noté. Et je dirais désolé, je suis en avance de 14 jours. Oh là là, merci. C'est bon, oui. Je suis opérationnelle pour cette Alors, il y a Max qui fait le signe de la déception avec pas de rave. Mais rave, c'est lors de la prochaine émission, gars. T'es un peu en avance. Oui. T'es un petit peu en avance. En fait, les gens sont impatients. Du coup, je vais peut-être faire des jaloux, mais il faut savoir que pour que le titre puisse sortir en temps et en heure en librairie, il est livré un petit peu en amont au distributeur, puisque grosso modo, donc Hachette Distribution, mais généralement entre 10 et 15 jours pour livrer la totalité des points de vente. Et donc, on a reçu hier le tome de Rêve, donc qu'on vous montrera la prochaine fois. Oui, c'est prévu, hein, c'est l'émission d'après, il me semble, hein, c'est celle de début avril. Mais écoutez, on va vraiment être au max sur Rave, qui mes premiers titres que j'ai lus, je l'aime vraiment beaucoup, donc je suis très très contente de replonger dedans. Si vous suivez les réseaux sociaux de Glénat, eh bien vous verrez qu'a priori, quelque part dans les locaux, ils ont déjà reçu les exemplaires du premier volume. Je n'ai pas eu en main, d'ailleurs, ce premier tome. Je suis en train de réaliser que j'aurais pu farfouiller les locaux, mais non, même pas, je n'y ai pas pensé. Mais donc voilà. Un peu de patience, c'est pour la prochaine émission et elle sera dédiée à Rave. Donc on verra ça plus en détail à ce moment-là. Et donc je vous disais, on va regarder un petit peu ce qui sort en librairie. Et je trouve qu'on a un très très bel office. Pas énorme, on a 4 sorties. Mais j'ai dévoré les 4 sorties en question. À commencer par exemple par Chojin X. Ah, Chojin X. Oh là là. Quel cover. Alors j'étais un petit peu perdue à un moment donné dans l'histoire parce que je ne comprenais pas trop où est-ce qu'il voulait vraiment nous emmener. Parce que du coup la mise en place était finalement un petit peu longue. Eh bien écoutez, ce tome 6 c'est incroyable. Ce tome 6 c'est phénoménal. Je sais pas s'il y a des gens qui sont à jour, mais en fait dans le tome 5, il se passe un énorme truc, il y a un vrai chamboulement, il y a un cliffhanger insoutenable, comme à chaque fois d'ailleurs avec Suishida. Mais du coup, il se passe vraiment un gros truc. On sent que ça va basculer. Et ça ne rate pas, puisque dans ce 6e tome, il y a une vraie fin d'arc narratif. On conclut quelque chose, il y a une ellipse. J'adore cette ellipse. C'est les ellipses. On adore les ellipses, de toute façon. Ça dépend des ellipses, mais celle-ci, je la trouvais vraiment bien parce que c'est pas une ellipse où juste t'as une page noire 20 ans plus tard, ce qui n'est pas le cas, c'est pas 20 ans plus tard, hein, je vous rassure, je dis ça comme ça. Mais là, on a une ellipse, tu pourrais mettre une petite musique dessus. Comme tu sais, quand tu mates un animé et que tu dis, ah bah c'est l'instant de l'ellipse, oui. Du coup, tu imagines une petite musique et des petites tranches de vie par moment où on les voit faire des trucs, grandir, prendre des centimètres, devenir plus fort, etc. C'était vraiment ça. Et du coup, tu vois des petits persos, tu dis, oh, ils étaient jeunes, ils étaient au lycée. Bon, ils sont pas beaucoup plus grands après l'ellipse, mais quand même. Mais ce qu'il faut. Ils avaient peut-être fini leur croissance. Alors, il y en a un qui a vraiment poussé. Bon, d'accord. Il y en a un qui a vraiment poussé. C'est un petit peu comme Tokyo Ghoul, peut-être.
Tokyo Ghoul, il y avait une ellipse dans Tokyo Ghoul ou c'était... Non, c'était la transition au niveau âge entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Ah oui. Ah, c'est moins grand quand même. Ah, ok, d'accord. Ils ont l'air de rester quand même un petit peu jeunes. Là, c'était plus une ellipse, c'était un changement de série. J'allais dire dans Tokyo Ghoul tout court ou justement entre les deux séries. Ah, c'est entre les deux Ouais, non, entre les deux séries, il y a une ellipse, elle est assez longue. Il me semble qu'elle est vraiment assez grande. Là, c'est une ellipse qui, au premier abord, semblait assez dense. Et puis finalement, quand tu les revois, tu fais ah non, en fait, pas tant que ça, mais okay, quand même. One Piece. Ils se sont retrouvés 2 ans plus tard. Je crois. Il y a eu une période de croissance en 2 ans et ils ont de la barbe. C'est mon estimation personnelle. Hein. Vous me direz si vous, de votre côté, vous trouvez que l'ellipse est beaucoup plus longue que ça. Mais en tout cas, elle apporte vraiment tout de suite un redynamisme dans la narration. Parce que, bah, du coup, ça y est! Tout le monde semble maîtriser ses pouvoirs et c'est hyper canon. Les combats sont hyper canons, c'est ultra badass. Déjà, ils étaient un peu forts, tu vois, mais ils contrôlaient pas tout ce qu'ils faisaient. Ils faisaient « Oh, je peux faire ça et tout, incroyable ». Là, vraiment, non, c'est la grande classe. Et puis, vous savez, c'est un trio. C'est un trio pour les gens qui suivent Shojin X. On sait pas trop finalement qui est vraiment le héros. Est-ce qu'il faut en choisir un d'ailleurs? Est-ce que c'est obligatoire? Pas forcément. Mais on a quand même Tokyo qui donc est, vous savez, le vautour, pour pas trop en dire non plus. Dès le début, quand même, il est très mis en avant, oui. On le suit énormément, et du coup, lui, c'est un des personnages qui a une évolution super intéressante, justement, je suis fière de lui, vous verrez avec ce tome 6. Je lui ai écrit d'ailleurs pour dire bravo. Si je pouvais, je suis fière de toi. Bravo petit gars. Non mais je vous jure, à la fin du tome, vous êtes là, vous avez envie de vous dire bravo, je suis très émue de ce que tu as dit. On part de loin aussi avec Tokyo. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Et en fait, vraiment, c'est le tome où il prend des décisions très radicales. Et on se dit, mais non, il va pas s'y tenir, c'est pas possible. Il arrête pas de revenir la queue entre les pattes. Et en fait, finalement, non. C'est vrai, il se passe des trucs. Et vraiment, il a grandi le petit. J'ai adoré ce tome. Vraiment, je l'ai adoré. Autant le 5 était un peu hardcore parce qu'il se passe plein de trucs. Vous savez, on connaît Suishida. Il aime bien la torture. Oui. Là, le 6, on y est toujours, évidemment. On peut pas enlever la torture. Mais il y a un vrai bouleversement dans la narration. Donc ça, c'est Shojin X. Dès demain, en librairie. Je veux déjà le tome suivant, c'est embêtant, mais je sais que Suishida n'est pas du genre à écrire dans un hebdomadaire. Donc il va falloir attendre, il va falloir être très patient. Ensuite, nous avons Tokyo Revengers. Alors, je vois dans mon listing, c'est d'abord Laters, mais est-ce qu'on peut parler plutôt d'abord du tome 29 ? C'est ok. Le tome 29 qui... c'est Kenwakui. C'est Kenwakui. On est à 2 tomes de la fin. À 2 tomes de la conclusion, c'est la confrontation ultime, j'ai envie de dire. On a commencé au tome 28, hein, s'il y a des gens qui sont actualisés sur la publication du manga. Tome 28, c'est le début de l'ultime combat. Et il y a plein d'affrontements, vous imaginez bien. Et dans celui-ci, on continue. Et en fait, c'est vraiment un truc très, très Tokyo Revenger, je trouve. C'est le fait d'avoir des combats, de se dire, ok, c'est lui qui gagne. Ah non, bouleversement, il se passe tel truc. Il y a machin qui débat. Voilà, c'est ça. Il se relève alors qu'en fait, il était à moitié mort. Il y a un perso qui arrive. On se dit, pourquoi il vient? Pourquoi il est là? Trop bien, ça fait plaisir. Il y a des gens qui, vous le savez, hein, ça arrive quand même beaucoup dans cette œuvre aussi, qui vont peut-être se sacrifier. Donc on est dans l'émotion, dans les combats, dans les affrontements, et on n'est jamais tout à fait sûr de qui c'est qui va remporter cet affrontement. Et surtout, la fin de ce tome est vraiment en train de pointer celui qu'on attend le plus, le duel entre Takemichi et Maiki. Donc c'est un petit peu le fil rouge d'ailleurs dont on avait déjà parlé plein de fois avec Soso à chaque fois qu'on a eu l'occasion de la voir dans les Glénat Manga Live. C'est ce point de départ de cette relation entre Takemichi et Maiki qui est quand même très spécial. Ils ont vraiment un lien assez unique et là on va déchirer le lien. Voilà. Enfin, peut-être il est déjà déchiré en vrai. Et là, on va juste essayer de tapoter les liens ensemble. Mais avec beaucoup de violence. Avec beaucoup de violence. Donc, on est encore en plein dedans. Et toujours des covers incroyables. Ah, les couvertures sont folles. Ce personnage est teubé, hein, d'ailleurs. Excusez-moi, si vous l'aimez, je l'aime pas du tout. Hein. Il me désespère. Il me désespère. Affirmation toute personnelle. Totalement personnelle. Après, c'est peut-être pas très bien de le dire, mais on a toujours plus ou moins, on va dire, une sympathie pour certains protagonistes. Il y en a, ils sont faits exprès pour être détestés. Hein, clairement. Voilà. Il aime bien en faire des détestables, en vrai, Kenwakui. Celui-ci, il a eu un move dans ce tome-là, j'ai pas apprécié. Il y a eu beaucoup de moves dans Tokyo Revengers que j'ai pas apprécié. C'est vrai qu'il y en a quand même énormément. Et c'est ça qui est en fait un peu paradoxal, parce que du coup, si vous lisez ce tome-là, où vous dites, là, c'est à la vie, à la mort, ça rigole pas du tout, et à côté, vous avez le spin-off, qui sort aussi en même temps,
Ah, c'est la détente. là, on est tranquille. Oh, Badji, t'as envie, pardon. Bah écoute, justement, le tout début, ça commence avec... on est on va dire dans le présent, où Chifuyu, il est avec la maman de Badji, ils sont sur sa tombe, et puis ils vont déposer des petites fleurs. Et là, la maman de Badji a dit oh tiens, il avait écrit une lettre pour toi. Et ça sort de nulle part, tu vois. Mais il avait écrit une lettre et il commence bien, à la on voit lire. Une maman. Et ça, c'est cool. Les parents existent. Mais oui, et en fait, dans ce tome-là, on voit aussi la maman de Chifuyu. J'ai fait, mais les deux ont des darons. Ils Incroyable. existent. Mais oui. Ils étaient pas tous orphelins. C'est vrai qu'on voit Il pas faisait trop comme les si à autres. partir du moment où il quittait le domicile familial. Ah bah clairement, je me suis dit là, le carnet de correspondance n'a pas été donné aux parents. Non, il y a eu un mauvais suivi, je pense. Mais là, si, justement, puisque une des raisons qui font que Chifuyu et Badji vont se rencontrer, c'est que justement, la maman de Badji arrête de redoubler, arrête de te battre. Elle lui donne vraiment des consignes très strictes et a priori, il veut respecter la demande de sa mère parce qu'elle fait peur, et c'est vrai. Et du coup, il est en mode bon élève, il s'attache les cheveux, met des petites lunettes et tout, look intello. Et du coup, il essaye de pas se faire remarquer à l'école, alors que quand même, le gars, il est chef de la première brigade du Toman. Quand même. Allez. Mais tout va bien. Et donc Chifuyu, il est au collège, ils sont dans le même collège, et donc on voit leur rencontre, comment ça se passe, et comment Chifuyu finalement va devenir le plus grand fan de Badji, au point de le suivre comme un petit chien à base de « Non mais je serai ton bras droit, laisse-moi être avec toi dans le Toman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Il le poursuit, c'est mignon, c'est adorable, parce qu'en plus ils se font des petites bastons et tout, ils cassent des visages pour rester polis, un peu partout. Et non, c'est mignon, parce qu'en plus c'est de la bagarre pour ce... Tu vois, c'est pour Ils cassent des l'adrénaline. visages et ils abîment des dents. Exactement. Beaucoup, Voilà. beaucoup, voilà, C'est pas leur effectivement. beau visage qui est abîmé, moi ça va. Même pas, c'est même pas les leurs parce qu'effectivement ils sont très très forts pour la baston. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est que moi je me disais où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va avoir une réelle intrigue? Parce que si c'est juste des souvenirs entre eux, on voit quand même un petit peu où ça va. Mais en fait c'est hyper cool parce qu'ils ont pensé à intégrer un personnage qui est inédit dans Tokyo Revengers. Peut-être qu'il ne restera pas longtemps, mais en tout cas, il est hyper charismatique. Il est ultra charismatique, car en fait, il est un petit peu la personnalité justement qui manquait dans cette espèce de duo. Du coup, ils vont former une espèce de trio, parce que Chifuyu, qui veut absolument être le bras droit de Badji, il va devoir lutter contre ce nouveau personnage qui arrive, parce que c'est lui en fait, en vrai, le vrai bras droit de Badji. Il veut prendre sa place, comme le nom de l'émission. Il veut prendre sa place, et donc il va devoir prouver sa valeur, parce qu'en fait l'autre gars en face, il est hyper fort. Il est charismatique de fou, regarde, c'est ce personnage-là. Il est hyper cool. Alors on comprend pas comment ils sont tous les collégiens, hein. Moi je vois des lycéens à chaque fois, mais ils sont a priori tous collégiens. Ils ont redoublé. Mais c'était donc ça. Badji, a priori, oui, il a redoublé déjà, ça c'est un problème. Mais non, voilà, ce nouveau personnage qui a l'air de faire parler énormément de lui, parce qu'il arrive avec un secret. Voilà, il arrive, il a un secret, et je vous laisse découvrir lequel. C'est faux, on n'a pas l'explication, mais il y a un secret qui est tout de suite pointé du doigt autour de ce personnage. Et franchement, la dynamique, elle est géniale. Et ce qui est très cool aussi, c'est que comme c'est vachement plus dense qu'un Tokyo Revengers, ça se lit en 20 minutes, ça met 1 heure. Il y a beaucoup plus de matière. 20 minutes, Tokyo Revengers, maximum. Moi, c'est plus une demi-heure quand je prends vraiment mon temps sur les dessins et que je reste dessus. Pourtant, je suis du genre à prendre mon temps. Et quand je fais... Oh non. Et là, tu vois, à suivre. La dernière page, non. Ouais, des fois, tu dis quoi déjà? Attends, c'était un peu rapide, mais c'est parce que c'est pas très, très verbeux, tu vois, Tokyo Revengers. C'est vraiment beaucoup de planches, alors, et de combats, mais beaucoup d'expressions sur les visages, et ça peut prendre des doubles pages. Il n'y a pas beaucoup de gros dialogues, trucs comme ça. Là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est pas lourd du tout. Et en fait, aussi, petit point quand même clairement à préciser, c'est le dessin. Parce que du coup, c'est pas Ken Wakui qui est au dessin, c'est Yukinori Natsukawaguchi. J'adore son nom, parce qu'il y a Natsu, c'est l'été, Kawa, la rivière, et Gucci, ça peut être la bouche, ou une bouche d'entrée. Ou une marque de luxe. Oui, j'avais des kanji en tête, mais effectivement, ça veut donc tout dire. C'est Gucci qu'on mange ici. Et donc vraiment, son dessin, j'aime bien. Excellent. J'ai tenté. Et donc ici, vous allez avoir un trait similaire évidemment à celui de Ken Wakui, mais beaucoup plus doux. Et en fait, ça apporte une dimension un peu différente. On le voyait déjà sur la couverture. C'est, à mon avis, plutôt un bon point pour attirer encore plus éventuellement un lectorat féminin, parce que la douceur dans les traits des protagonistes et des visages, moi c'est un truc qui me charme à titre très personnel. Donc des combats avec ça là, moi j'y suis contente. Je rappelle juste le titre parce qu'en fait tu l'as pas donné. C'est Tokyo Revengers Letter from Keisuke Badji. Letter from Keisuke Badji.
Le letteur devant et le from, Voilà. il faut pas. Tu vois, serait Tokyo Revengers Keisuke Baji, ça va. Le letteur from, vous verrez dans la petite vidéo TikTok que vous retrouverez. J'avais du mal, en fait. En vrai, on l'a refait plein de fois, donc vous le verrez pas qu'on l'a refait plein de fois. Mais j'avais du mal à... Merci, je suis applaudie par le CM. pour les efforts qui ont été fournis. Et la dernière sortie, c'est celle à laquelle on va se consacrer, évidemment. Il s'agit de Pour le pire, le tome 10, qui est assez insane. On va passer directement sur le focus. Pour le pire, c'est une... Oui. On t'a vu. D'accord. Je me disais, je sais pas, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps. Ah oui, je vois le replay. J'adore le Twitch. Il y a eu un petit ASMR, c'est agréable, j'aime bien. C'est très chill, j'aime beaucoup. On est dans la détente, ce qui n'est pas du tout le cas de Pour le pire. Pour le pire, on est un peu stressé, on est un peu angoissé, on est dans l'anxiété même, j'ai envie de vous dire, parce qu'il s'agit là d'une espèce de thriller psychologique en huis clos, globalement, hein, quand même, sur une bonne partie de la série, qui va vous tordre le cerveau dans tous les sens, Oui. parce que vous allez partager entre une empathie et en même temps l'aspect moral de ce que vous êtes en train de lire. Vous allez être constamment en train de tergiverser dans tous les sens, et les révélations, il y en a qui arrivent, elles sont pas forcément vraies. Ah mais en fait si, ah mais pas du tout. C'est incroyable comment cet auteur est capable de nous manipuler avec une telle facilité, et à aucun moment on a envie de s'arrêter dans notre lecture. Alors je sais qu'il y a des gens qui se sont exprimés, parce que j'ai demandé sur les réseaux sociaux, mais pourquoi vous lisez pas Pour le pire, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils ont parlé un petit peu des dessins, on va revenir dessus aussi un petit peu tout à l'heure, parce que pour moi c'est une des forces de l'œuvre, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je rappelle aussi que du coup là, le tome 10 sort en France, mais la série est déjà conclue au Japon avec un 12e tome, donc on est vraiment sur la fin, on est sur le dernier arc, j'ai envie de dire, et surtout c'est pas une série très longue, voilà, c'est pas une très grosse dépense, 12 volumes pour une histoire hyper bien ficelée, on n'est absolument pas du tout sur des rushs ou des longueurs, c'est extrêmement bien construit. Pour vous qui donc connaissez évidemment Pour le pire, alors, Soso, je sais que tu étais très très fan de l'œuvre, c'est quoi pour toi les forces de l'œuvre Pour le pire? Alors vous avez 2 heures. Je sors une copie double. Les forces. Et l'écran tout petit. Oui. Il y en a beaucoup. Je vais commencer par le dessin. Je sais pas où est la caméra, mais... Là. Très bien. Eh ben, c'est le dessin. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ont dit le dessin, c'est un problème. Parce que justement, en fait, c'est ça qui m'a subjuguée au début. C'est la beauté du dessin, les traits. Ça change de d'habitude. C'est une œuvre qu'on peut proposer en plus, que ce soit un otaku confirmé ou quelqu'un qui ne lit pas du tout. Parce que justement, il y a un côté, le côté un peu seinen. Vous pouvez le proposer à vos parents s'ils aiment tout ce qui est thriller. S'ils ont aimé... si vous êtes fan du Joker dans Batman, ah ouais. On a un Joker féminin, c'est elle. Je vous le dis tout de suite. C'est littéralement elle. C'est... comment dire, en fait, que ce soit Arata ou Shinju, les deux sont extrêmement intéressants, les deux sont très bien construits, il y a un excellent rythme, on est tenu par cette histoire, on a ce besoin constamment de savoir, de connaître la suite, et surtout qu'en fait l'auteur arrive à jouer réellement avec notre psychologie et avec notre curiosité. Et en fait, il arrive à nous faire croire que, en fait, non. Et c'est pour ça que je reviens sur le côté un peu Joker, parce que littéralement, dans Joker, on a tous vu Dark Knight, justement, le passage où tu as ce fameux interrogatoire, donc c'est vraiment un lien aussi avec Pour le pire, parce que ça se passe aussi en interrogatoire, enfin, dans la salle de rencontre, un peu, quand on parle avec quelqu'un en prison, où justement, dans The Dark Knight, il raconte une histoire et après il dit « Ah, c'est peut-être pas vrai ». En fait, on sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est 100% vrai ou s'il y a 30-70 qui est vrai, on ne sait pas du tout. Et même là, actuellement, j'ai toujours des doutes. Ah bon? Ah, moi j'ai beaucoup moins de doutes personnellement. Je rappelle d'ailleurs rapidement... Elle a peut-être pas lu le 10. Si. Ah, en plus, si, t'as justement. pas encore des doutes. D'accord. J'ai encore quelques doutes. D'accord, c'est surprenant. Ok. J'ai toujours des doutes. Je rappelle juste qu'au niveau de l'histoire, en fait, on a les deux personnages que vous avez sur la couverture, qui sont donc les deux protagonistes principaux de cette histoire, qu'on a Shinju, qui est la jeune femme, qui en fait
est en prison. Bien le jeune fille, jeune femme, j'aime bien. C'est selon l'âge que vous l'avez envie de lui donner. Hein. C'est clairement pas une vieille dame, mais jeune fille, jeune femme, qui donc est en fait accusée d'avoir commis des meurtres ignobles. Et quand tu parlais du Joker, t'étais vraiment à pile poil dessus, puisque justement, elle s'appelle Bozo le clown. Oui, elle a son nom Bozo de Shinagawa, je crois. C'est son nom de meurtrière, parce qu'en fait, en plus, elle peut avoir tout type de corpulence. Elle se fait arrêter, elle a, je sais pas, 20 ou 30 kilos de plus que ce qu'on voit sur la couverture. Sur le bras gauche. Après, si on compte tout, il y a beaucoup plus de kilos. Alors c'est vrai que je lui aurais donné bien plus parce que vraiment la transformation physique est assez ouf. Ah, j'aurais dit 20-30 seulement, mais vous avez peut-être raison. Effectivement, c'est moi qui me rends pas trop con. Ouais, mais est-ce que c'est vous savez, le gras c'est moins lourd que les muscles, c'est vrai. Elle était peut-être musclée parce que vu ce qu'elle faisait, à mon avis, elle était sacrément. En fait, t'as vraiment pas tort. Elle doit avoir quand même pas mal de muscles, surtout qu'elle en parle à un moment donné. Mais du coup, elle se fait arrêter avec des crimes donc vraiment atroces. Elle a découpé plusieurs hommes et elle a enterré les différents morceaux à plein d'endroits. C'est le concept du puzzle, mais d'une autre manière. Et donc, elle se fait arrêter. Et en fait, si on a donc Arata qui rentre également un petit peu dans ce calcul, eh bien, c'est parce qu'en fait, il est... ah mon Dieu, c'est quoi déjà? Assistant social. Ouais. Il est assistant social pour les enfants, effectivement, pour les mineurs principalement. Donc, il a un attachement quand même assez particulier aux enfants et il a une sensibilité qui fait qu'il va avoir une empathie quand il va voir certaines choses. Et en fait, il va se retrouver finalement à être à la place de quelqu'un d'autre, car en fait, elle échange avec un gamin. Littéralement, c'est un gamin, il me semble, Oui, collégien. Elle échange des lettres avec un gamin. Parce qu'en fait, elle a tué le père du gamin et le gamin échange des lettres avec elle. Parce qu'il veut retrouver la tête du père. Voilà, ils veulent retrouver la tête du père. Donc c'est voilà, toute une machination. Et du coup, Arata se dit, mais il est hors de question, mon petit, que tu ailles rencontrer cette femme. Parce qu'il s'est fait passer pour Arata en plus. Oui, il dans disait les pas lettres, qu'il il était dit que c'est Arata. C'est un peu particulier. Le truc, ouais. Et du coup, il va aller à la rencontre de cette meurtrière. Et c'est là que le jeu de pouvoir, le jeu de domination, la manipulation va commencer. Et vraiment, je vous jure que c'est un spectacle incroyable parce que juste avec une expression, l'ambiance générale change. On peut être, je vous dis, vraiment très très mal à l'aise d'un coup, on peut être détendu, et même nous, en tant que lecteurs, en fait, on a des moments où on va avoir de la peine pour cette héroïne, pour ce personnage. On va être vraiment, nous aussi, complètement manipulés, et en fait, on va se rendre compte à la fin de chaque volume, mais attends, mais j'ai carrément penché de son côté, c'est un peu n'importe quoi. Et à chaque tome, c'est assez impressionnant parce qu'en plus, on a des éléments de l'enquête qui sont révélés au fur et à mesure. Alors là, arrivé au 10e volume, vous imaginez bien qu'on a plein d'infos. Mais il y a un arc procès assez... Voilà. Mais il y a Soso qui est un peu en mode, je suis pas tout à fait sûre que ce soit vraiment vrai. C'est possible. Mais sans spoiler, en fait, l'auteur a fait en sorte que quand on lise, on soit toujours sur nos gardes. Parce qu'en fait, elle a tellement... Il y a eu tellement de retournement de situation, de plot twist, de vérité qui était en fait une autre vérité, qui était en fait non, c'est pas ça, et finalement elle a menti. On ne sait pas quelles sont ses réelles intentions, et jusqu'au bout, je me méfie de fou de cette personne. Et ça, c'est une caractéristique vraiment de cet auteur. Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer il y a une dizaine d'années, à l'époque où il travaillait sur le 3e Gédéon. Il était venu en France. 3e Gédéon. Pour que les gens voient un peu de quoi il s'agit. Donc, 3e Gédéon, donc, qui est un manga qui se déroule sur la Révolution française. Donc, à l'époque, il n'avait pas du tout commencé pour le pire. Et donc, il avait fini la Tour Fantôme. Il commençait sur le 3e Gédéon. Et donc, on avait pu échanger avec lui. Et notamment, en fait, il nous avait expliqué que ces titres avait une signification particulière et que il y avait il savait où il voulait aller, il connaissait la fin de son histoire, etc. Et notamment, par exemple, dans le cadre de la Tour Fantôme, on l'avait traduit comme ça parce que c'était le titre qui nous paraissait le plus évident. Et en réalité, lorsqu'on arrive au dernier tome de la Tour Fantôme, on découvre qu'il aurait fallu plutôt traduire ça la Tour Fantomatique parce que ça faisait référence à un lieu, je dirais, qui était peut-être apparu au tout début mais qu'on n'avait pas vu du tout et qui en fait servait de clé de révélation. Et donc, quand on est sur des séries comme ça, où justement on n'a pas forcément la fin puisque la série est en cours, on est obligé, on va dire, en tant que, les traducteurs en l'occurrence sont obligés du coup de réfléchir. Et c'est vrai que du coup, comme on est habitué avec le 3e Gédéon, pareil, quand le titre s'appelle le 3e Gédéon, on se demandait mais pourquoi il s'appelle le 3e Gédéon? Les deux personnages principaux, il y en a un qui s'appelle Gédéon, mais il n'y a pas le deuxième. Donc où est le 3e, par exemple? Et en fait, comme il nous avait expliqué qu'il y avait vraiment un sens, on se dit bon, on va pas toucher, on va laisser ça comme ça. Et donc du coup, c'est vrai que avec pour le pire, on a toujours cette
cette ambivalence. Le titre japonais, mot à mot, c'est Le mariage de Natsume Arata. Voilà. Oui. Donc, qui est un titre, je dirais, assez factuel. Et c'est pour ça que du coup, on a préféré l'intituler Pour le pire, parce que justement, un mariage entre un assistant social et une tueuse supposée, puisqu'en fait, tout le but, tout l'enjeu de ce huis clos, c'est que Natsume Arata, pour réussir à obtenir des informations de la part de Shinju, lui propose le mariage étant une sorte de possibilité pour lui éviter la peine de mort. Et donc, à partir du moment où on sait que dans ces séries précédentes, l'auteur prend un plaisir à jouer avec, comme tu dis, les perceptions des lecteurs et des lectrices, et où, même d'un point de vue graphique, tu peux avoir Shinju qui est dessiné de manière magnifique, et puis il suffit qu'elle fasse une grimace en révélant toutes les dents qu'elle a. On parlait de t'abîmer des dents tout à l'heure dans Tokyo Revengers. Ouais. C'est tout le tome qui est tombé dessus. Voilà. Et on a tout à la fois pour Shinju, on va dire une espèce de, je dirais, d'empathie et en même temps répulsion, parce que est-elle coupable ou pas, et donc il y a vraiment tout ce jeu-là qui se fait vis-à-vis du lecteur et de la lectrice. Et jusqu'au bout, a priori, on n'est jamais trop sûr. Alors, il parlait des visages, ça ne vous spoilera pas parce que vous n'aurez pas le contexte, mais j'ai noté quelques pages en référence quand je lisais le tome. Ah, mais il n'y a pas les numéros de pages. Ah non, il y en a. Et non. Ah, sur mon PDF, il y en avait. Bah attends, j'en ai retrouvé un, Car là, ici, oui, vous avez celui-là. En fait, ici, en plus, en assez gros plan, ici, là. Vous avez donc deux visages qui sont... le mec est hyper BG, en mode normal. Ouais. C'est l'avocat. L'avocat, c'est l'avocat. Il est très beau. Il est très très beau. Je comprends toujours pas quel âge il a d'ailleurs, mais il est très très beau. Et donc là, il vient d'apprendre une terrible nouvelle. Il est en train d'être détruit psychologiquement. Bon, j'exagère un peu le propos, mais une émotion très forte qui va déformer son visage. Et en fait, ce que je trouve très fort, c'est que dans le détail des déformations du visage qu'il a, bah, c'est vraiment des expressions totalement humaines et réalistes. Et en fait, elle rappelle même, à mon sens, presque des expressions un peu de visage du théâtre No. Et en fait, il faut savoir que le théâtre No, alors je pense pas qu'il y pense réellement, mais je pense que ça fait partie de son héritage culturel, une influence naturelle. Mais le théâtre No, c'est vraiment à chaque fois des histoires qui vont pousser l'humain à devenir un démon parce que il ne contrôle plus ses émotions. Et on va dire que là, au niveau des émotions, on se rend compte que l'humain peut être une bête à tout instant. Enfin, on a beaucoup d'exemples de cas dans les révélations précisément où on a « Ah, ça s'est donc passé comme ça ». On se rend compte que finalement, on a l'impression peut-être constamment d'être face à des gens normaux, et encore, faudrait définir la normalité, mais à l'intérieur de nous, il se passe des choses qu'on ne dévoile pas forcément. Et je trouvais du coup que ce parallèle avec ce type d'expression, où là, on ne porte plus un masque finalement, c'était très très fort. Moi, ça me provoque des émotions de fou en fait. Et je sais qu'il y a des gens, ça les gêne. Ça les gêne d'avoir finalement ce type de visage qui ne vont plus être comme on peut voir souvent dans des mangas plus classiques. Le shonen sur le dessin, c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça que je dis ça s'adresse à tout le monde, mais il faut sortir un peu de sa zone de confort, et c'est vrai que ça, on va le retrouver plus facilement en vrai dans le seinen. Je trouve qu'il y a plus de liberté au niveau dessin, on aura plus de... Même au niveau des plans, je trouve que les plans dedans, ils sont incroyables. T'as vraiment une mise en scène assez... Elle est un peu théâtrale, la mise en scène. Elle est très théâtrale. Là, on a une double page. Pareil, vous comprenez pas si vous n'avez pas suivi. Vous pouvez même pas comprendre si vous avez fini le tome d'avant, parce que vous n'avez pas la connexion. Mais là, voilà, il y a une fenêtre qui est détruite. Arata, explosage de fenêtre. Enfin, c'est un bonheur à lire visuellement, et même au niveau de la construction de ses pages, sa mise en page, c'est vraiment... c'est hyper quali, quoi. Et c'est pour ça que ça me peine un petit peu que ça marche moins qu'au Japon. Après, peut-être que le fait qu'il ait fait ses preuves avec une autre série, ça peut-être... je sais pas. Le public japonais, peut-être, est un petit peu différent, mais en France, il faut se pousser un petit peu plus à lire ce genre c'est le masque de No, là. Là, c'est le vrai masque. Surtout la bouche comme ça, et les pommettes, ouais, c'est... Non, c'est une œuvre qui est oufissime, hein, si vous cherchez des œuvres plus matures, avec un déroulé scénaristique extrêmement prenant. Pour moi, pour le pire, justement, c'est vraiment une dinguerie. Après, moi, j'ai une question. Oui. Justement, on par n'aura rapport... pas la réponse. Hein. Ah, je sais. On peut tenter. Ça va plus être votre avis. Justement, j'ai fait un sondage sur Instagram en demandant
est-ce que le fait d'avoir une fille sur la couverture ou quelque chose qui fait penser un petit peu à de la romance vous empêche d'acheter? Vous allez moins aller vers ce tome comparé à d'autres couvertures qui sont très, très portées baston, le shonen et tout le travail. Il y a quand même presque 40% qu'on dit oui, en toute honnêteté. Ouais, et moi, je pense que c'est plus. Hein. Ouais, alors c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que c'est une réflexion qu'on avait eue au moment justement de la création de la jaquette, puisqu'on part toujours du visuel japonais. On va pas redemander à l'auteur, excuse-nous, fais-nous un visuel exclusif, s'il te plaît. Donc on repartait du visuel, et c'est vrai que le tome 1 qui est juste derrière toi, bon, forcément, comme le titre japonais, c'est le mariage de Natsume Arata, et qu'on commence par une séquence de mariage, mécaniquement, on va avoir tendance à penser justement à une histoire de romance. Et même si le titre s'appelle Pour le pire, on va se dire, c'est une histoire de romance qui va mal tourner, et on ne va pas du tout penser au fait que justement c'est une sorte de huis clos judiciaire, etc. Et c'est pour ça que dans la création notamment du logo de Pour le pire et même de la maquette, on s'est dit il faut qu'on puisse bien évidemment garder le dessin de l'auteur, puisque c'est l'élément le plus important, mais qu'on puisse, on va dire, transmettre cette impression de thriller. Et c'est pour ça que notamment le logo de Pour le pire a des lettres qui sont biseautées, qui sont là pour rappeler notamment des lames, des couteaux, des poignards, etc. Et les petites taches de sang. Et qu'on a effectivement très régulièrement des taches de sang, parce que c'est qu'on est clairement... On n'est clairement pas dans une romance, en tout cas pas dans la romance à laquelle on s'attend. Non, clairement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un point qui nous avait été opposé qui nous a été mis en avant quand on l'avait sorti. C'est mais là les gens vont croire que c'est une histoire d'amour. Et nous on était là. Mais attendez, c'est l'auteur de Team Medica Dragon, du 3e Gédéon, de La Tour Fantôme. Vous savez très bien que les 3 titres de cet auteur, il fait pas de la romance. Il y a peut-être des fois des relations, mais déjà, on va dire, c'est des histoires seinen, donc adultes, avec justement des faux semblants, des retournements de situation. Mais voilà, il y avait pour le tome 1 cet a priori. Donc ton sondage ne me surprend malheureusement pas. Non, et c'est vrai que pour le coup. Je sais, alors il me semble qu'il est sorti en 2021. Je me demande s'il n'y a pas eu... Comment ? On peut regarder sur la cheveux d'imprimé. Oui, c'est vrai. Mais il me semble que quand j'ai revu ma vidéo YouTube de l'époque, il me semble que c'est 2021 qui est sorti. Oui. C'est ça. Donc c'est un tome, moi... Je suis du genre à m'en taper complètement de la couverture, dans le sens où ça va pas me freiner du tout. Et au contraire, en fait, moi, c'est les dessins qui m'ont plu. Mais encore une fois, j'aimerais bien, dans le chat, est-ce que vraiment vous pensez que les dessins, c'est un frein? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi c'est un frein, parce que c'est beau, littéralement. Genre, je sais qu'il y a d'autres œuvres qui marchent très bien, par exemple, chez d'autres éditeurs, et qui pourtant ont des dessins beaucoup plus compliqués à apprécier. Je pense que certains savent de qui je parle, et pour autant ça marche. Donc après c'est vrai que je sais pas, il y a peut-être eu un manque de communication aussi, peut-être de la part de mes collègues. J'ai l'impression que même moi quand j'en avais parlé, je voyais pas d'autres collègues en parler, et ça c'est un petit peu dommage. Et c'est ça qui est un peu dommage aussi dans le côté seinen, c'est que souvent on met un peu de côté ça pour se concentrer sur le shonen et sur des choses beaucoup plus mainstream. Et pour autant ça c'est vraiment un petit vent de fraîcheur quand c'est arrivé entre mes mains. J'ai trouvé ça très... en fait c'est très quali quoi. Et j'ai l'impression que c'est peut-être trop quali pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous aimez un petit vent de fraîcheur avec l'histoire d'une tueuse en série. Pardon. Il y a quelqu'un sur le chat justement qui disait oh c'est trop glauque pour moi. Et évidemment on comprend et vous avez le droit parce que c'est vraiment glauque. C'est pas une illusion. Ça parle quand même de crimes extrêmement sordides bien évidemment, avec quand même un aspect visuel graphique assez présent. Il y a de la nudité également. On n'est effectivement pas du tout sur une œuvre qui s'adresse aux jeunes. On est vraiment là en train de s'adresser à des adultes. Donc évidemment, je comprends et on n'a pas envie de forcer là-dessus. Mais en fait, moi, ce que je me dis, un peu comme Soso, c'est qu'à mon avis, quand même, ce registre littéraire passionne quand même énormément de monde. Et on se dit, moi, je trouve qu'en plus, c'est le genre de manga... peut-être la couverture peut effectivement induire en erreur, mais pour moi c'est le genre de manga qu'on peut présenter à des gens qui ne lisent pas du manga. C'est vraiment ma sensation quoi. C'est du coup effectivement un petit peu dommage. Alors après, comment faire pour réussir à toucher les gens encore plus au-delà de ce qu'on fait bien évidemment, car c'est vraiment cette sensation qu'on a de se dire et vous passez à côté d'un truc parce qu'on a des sensations de fou. Je trouve que Taro Nokizaka, c'est vraiment un auteur
je pense qu'il a déjà construit son truc en 12 tomes au départ. J'ai vraiment cette sensation. Oui, il a c'est déjà extrêmement construit... bien. T'as pas l'impression qu'il rajoute au fur et à Non. mesure des trucs, c'est très carré et ça finit exactement comme il l'avait prévu, genre pour que justement on aille sur le tome d'après. Et je réponds juste à Oléo Oui. Twitch. Communication peut-être, mais on fait des choix en fonction de notre portefeuille. Alors Ah, ça c'est oui, forcément évidemment. ça c'est très obvious. Là on est sur Captain Obvious, mais c'est pas le sujet. Et le dessin n'est pas un critère, mais plutôt l'histoire. Alors peut-être pour toi, mais là on parlait du dessin parce que ça a été les retours les plus Oui, beaucoup. marquants en fait. C'est pour ça qu'on en parle. Moi, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Vraiment, Ouais. les dessins qui gênaient les gens. Et Je pense que c'est me dis- peut-être justement le fait qu'ils aient ouvert et ils aient vu une fille repoussante. Des fois, le fait d'avoir un truc repoussant, ils sont en mode oh, alors que on n'est pas Alors là. c'est que pas un pour- manga d'horreur en plus. Oui, non, Tu vois, donc c'est il y pas a un peut-être manga aussi, d'horreur. tu vois, il y a Ouais. peut-être aussi ça. C'est pas un Mais, slasher. Du ce tout. ce qu'il faut Bon, même bien voir, si, c'est que voilà, on est vraiment dans la veine du thriller, avec pour le coup un huis clos, des relations psychologiques, le fait qu'on ne sache pas qui dit la vérité, parce que je dirais certes, Natsume Arata propose le mariage et donc au début il dit ah c'est bon, je vais la pâter comme ça, je vais pouvoir obtenir les informations que je veux, et en fait on se rend compte petit à petit que finalement Shinju c'est pas parce qu'elle est emprisonnée qu'elle est stupide, au contraire, et donc on a une sorte d'échange je dirais une sorte de poker menteur en mode bah, je te raconte quelque chose et puis tu me donnes des gages de ton engagement, parce que c'est facile de promettre le mariage, mais à un moment bah, Shinju veut aussi s'assurer que ça implique quelque chose et que c'est pas juste une promesse, et en fait ce qui est surtout super intéressant dans Pour le pire, c'est qu'on s'aperçoit que ce qu'on pensait être à la base juste un huis clos entre donc un assistant social et une présumée meurtrière dans un parloir, en réalité, eh ben, comme Shinju communique avec un certain nombre de personnes à l'extérieur, à commencer à la base au départ par le gamin, même si bien évidemment après Il y a l'avocat. elle communique avec son avocat et puis avec d'autres personnes, et en fait on s'aperçoit que finalement la prison n'est pas un lieu de privation de liberté aussi important que cela, puisque elle communique avec l'extérieur, et que du coup on a vraiment tout un jeu de manipulation, une sorte de toile qui s'étend, ce qui ne veut pas dire que Shinju est une sorte de grande veuve noire organisatrice, etc. Mais on s'aperçoit vraiment que c'est pas simplement on est vraiment sur une asymétrie, et chacun essaye d'obtenir les informations en mode bah ok je te donne un petit peu ça, mais en échange tu me donnes ça. Et donc il y a toujours cet aller-retour, et ce qui est très important, c'est que Caroline expliquait tout à l'heure que justement Shinju a été arrêté, Bozo le clown, etc. Mais faut pas oublier que dès le départ, en fait, ce sont des éléments qui nous sont présentés comme des faits, alors qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va s'apercevoir que la perception qu'on en a fait que c'était peut-être pas des faits, mais simplement des présomptions ou des préjugés. Ouais, complètement. En fait, on va suivre l'enquête comme si on était un enquêteur à côté d'Arata, mais que on était en freelance, quoi. On est un peu en freelance avec lui, et ce qui est, encore une fois, vraiment, pour tous ceux qui ont aimé le Joker de DC, tous ceux, alors désolé de citer une autre œuvre d'un autre éditeur, mais par exemple Monster, pour tous ceux qui ont kiffé Monster, il n'y a pas de baston, on est sur de la psychologie et du serial killer. Donc pour le pire, c'est exactement ça, il n'y a pas besoin de se battre pour apprécier justement les échanges. La tension, elle est monstrueuse. Chaque fois dans le parloir, on est sur cette tension de dialogue, justement, où tu te dis, Arata, il fait un faux pas, et elle peut arrêter de lui parler, de lui donner quoi que ce soit. Et il est très fort là-dessus aussi, parce qu'il a un côté un peu bourru, il est... c'est pas son taf à la base, quoi. Et du coup, il va se retrouver engrainé là-dedans. Et surtout qu'Arata, il est... Je veux dire, en 12 tomes, on a une évolution aussi de l'écriture de ces personnages, où on se dit, bon, il va pas y arriver, finalement, il est vraiment loin d'être con, désolé. Il est vraiment hyper intelligent. Et je pense que c'est son empathie qui l'aide à parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être forcément intelligent, d'être ultra cultivé pour comprendre cette fille-là, mais d'être surtout extrêmement honnête. Et, et on apprend à gagner la confiance de quelqu'un, donc c'est vraiment... très très bien ficelé, et moi à chaque fois j'ai l'impression qu'il y avait des arc parloir, arc tribunal, et là on est sur un nouvel arc qui est oufissime, et justement je ne croyais pas possible cet arc,
Franchement, quand il arrive, je fais mais non. Oh mon dieu. Oh mon Oh mon Dieu. dieu, le fond vraiment. Oui, non, mais On est vraiment. dans cet arc-là. Et c'est là Début, aussi tu ouais. comprends les lois japonaises C'est ça. aussi. Tu dis, non, je vais pas y croire, c'est trop. Non, c'est pas trop gros, vas-y. Non mais c'est vrai qu'il y a des explications sur les Oui. lois japonaises Oui. parce que du coup c'est pas les mêmes que chez nous et du coup les failles dans les lois, Shinju comment elle maîtrise les failles. De fou. Ah c'est presque flippant, tu vois, t'es presque en train de te dire oh purée mais en fait c'est ça, C'est j'ai raté Prison ma vie. Break. Mais en fait j'ai raté ma vie, j'aurais dû juste tout maîtriser les lois et ça se trouve je retournais le monde entier. Elle est assez impressionnante là-dessus, mais du coup les lois au Japon par rapport à l'âge et tout aussi. Oui. Et en fait ce qui est très cool c'est que c'est actualisé dans le sens où on a des notes du traducteur en fait dans le manga qui explique alors la loi a changé justement en 2019 ou en 2020 Oui. mais nous on reste sur du coup la loi d'avant puisque le manga a commencé avec cette loi là et s'y tient donc au cas où des gens diraient la loi a changé gars ça ne marche plus mais oui mais du coup voilà c'est En vrai, tu c'est dis, bien t'es là en mode, expliqué. ok, ça se passe comme ça au Japon, ok, ça se trouve, la loi a changé, toi tu vas au Japon, tu vas dire, oh bah c'est bon, ah bah non. Eh ben non. Mais le traducteur l'avait Tu n'avais pas lu la note du traducteur. très important de lire les notes des traducteurs, surtout dans le genre d'œuvre, hein, parce qu'il y a tellement de. Il y en a pas beaucoup en C'est plus, hyper donc, calé en fait. Tu te dis, ça va être totalement rocambolesque, et en fait, c'est vraiment le. Il y a encore la peine de mort au Japon, donc Oui. il y a ce principe de. Elle peut mourir. Là, c'est pas juste un emprisonnement à vie avec moyen de sursis et de réouvrir l'enquête. Non. Là, on n'est pas loin de quick quoi. Donc. Et puis cette transformation physique de Shinju, moi, ça m'a subjugué. Je veux dire, son entrée dans le Vu son parloir, régime alimentaire aussi, la boîte qui de est thon. très ah ouais c'est grotesque, c'est vraiment grotesque, mais effectivement on apprend très très tôt dans l'histoire qu'elle a eu une enfance terrible et qu'elle elle était un peu entre guillemets on va dire abandonnée par sa maman et elle ne se nourrissait que de boîtes de thon et en fait il faut savoir que tout l'aspect dentaire médical dentaire au Japon c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Nous, chez nous, en vrai, c'est remboursé par la Sécu C'est un sujet de d'aller société, voir. là, Non, ouais. mais c'est un vrai truc. Hein. Et ça coûte cher. Alors peut-être qu'entre-temps, ça a changé, mais moi, quand je suis allée au Japon, c'était un vrai sujet. C'était un vrai sujet, les dents. C'est pour ça qu'il y a autant d'acceptation sur le fait d'avoir une dentition un peu bancale au Japon. Ils l'ont rendu un peu cute pour que ça passe mieux. Ouais, après, non, c'est des vrais fétiches. Il y a des vrais fétiches sur la petite canine, là. La fameuse qui dépasse. Ouais, la petite canine qui dépasse. Il y a un vrai fétiche dessus. C'est pas mon kiff, mais... D'ailleurs, sa mère a la canine qui dépasse. Mais oui, c'est vrai. Oui. Ouais, elle a la petite canine sur le côté. Qui la rend totalement cute. Voilà. Bon, c'est vrai que dessinée comme ça, c'est vrai, elle est choupie. Mais... Ouais, non, la maman, parce qu'on la voit hein, dans des souvenirs, des flashbacks et tout, donc on voit la maman, la fameuse maman. Mais du coup, vous voyez Shinju aussi, jeune, vous dites, ah, j'ai de la peine. Parce que moi, en tant que parent, j'étais pas bien. Hein. Moi, en tant que parent, je me dis, ah, c'est dur de voir ça. Et vous allez voir, il y a plein de secrets, de révélations. Je vous recommande évidemment 1000 fois de découvrir l'œuvre. Mais justement, on parlait des personnages un petit peu, de ce qu'ils font en fait, un petit peu entre eux. Est-ce que vous avez une empathie particulière pour un ou deux personnages? Alors, je pense Shinju, c'est un peu l'obvious, Oui. mais... tu disais qu'ils étaient tous très bien écrits, les personnages, et en fait, je trouve qu'à chaque fois que c'est leur moment un petit peu mis en lumière, tu peux qu'avoir envie d'être empathique avec eux à chaque fois. Mais c'est ça qui est horrible, et c'est là que tu te mets un peu à la place, par exemple, des personnes qui vont être enquêtrices ou qui vont justement être avocates, qui vont être dans ce milieu-là. Comment ne pas être touché et comment ne pas vouloir aussi... c'est là qu'en fait tu vas comprendre, et c'est très compliqué comme sujet et c'est très touchy, mais des avocats qui vont défendre des meurtriers, Ouais. des personnes qui ont fait des trucs horribles, mais eux ils vont avoir cette proximité où justement ça va être peut-être même les seules personnes qui vont apprendre réellement la vérité. C'est des psychologues, hein, c'est des gens qui vont écouter ce qui s'est passé depuis leur naissance pour en arriver là. Et en fait, alors ça va reprendre un peu justement c'est le bad buzz qu'avait eu Dahmer avec la série, où justement on mettait en avant quelqu'un qui a fait des crimes horribles dans la communauté homosexuelle noire à l'époque des années 80, il me semble, où justement on a fait une série sur toute son enfance et on essaye de comprendre pourquoi il en est arrivé là, même si on n'est pas en mode « Oh, le pauvre, oh, je comprends pourquoi il a fait ça », mais c'est juste essayer d'analyser que on n'est pas dans un Disney avec le bien et le mal, mais quand on arrive à certaines choses, c'est qu'il y a un background derrière, et surtout que elle, jusqu'au bout, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Même si là, on a des bribes d'explications. Et jusqu'au bout, je suis en mode, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a sa psychologie à elle, ce qu'elle veut qui se passe pour sa propre vie à elle. Je vais essayer de jongler avec le spoil. Et en même temps, connaître cette vérité, c'est l'impression qu'on la connaîtra que au tome 12.
La pure Ah vérité, tout ce qu'elle voulait, et parce que on a plusieurs meurtres dans cette histoire, donc Oui, là, avec alors, le tome 10, il y en a un qui a été très, très expliqué, on Très va dire, expliqué dans jusque ce dans les tome. moindres détails, effectivement, et encore, tu vois, la conversation, sans spoiler, justement, il y a des trucs où à je suis en mode, révéler quelque chose. elle révèle quelque chose, et encore jusqu'au bout, c'est même la conversation avec Arata après. Pour moi, Arata, Qui- il a raison. Pour moi, Arata, il a raison. À mon sens. J'espère qu'il a raison, et jusqu'au bout, je te dis, j'ai un pourcentage où je veux pas être sûre que c'est vrai. Je sais pas. Ce qui est bien dans ce que tu racontes, c'est que quand on regarde tout ce qui concerne les notions juridiques, c'est qu'il y a, pour justement la question des preuves, etc., il y a la notion de doute raisonnable. Et qui fait que normalement, si je dirais en tant que juré, tu disposes d'un doute raisonnable sur une situation, bah, techniquement, tu n'es pas fondé à condamner la personne puisque toutes les preuves ne vont pas contre la personne. Et donc, c'est un peu le principe de la présomption d'innocence. Oui. De base, tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'on ait prouvé sa culpabilité. Et si tu disposes d'un doute raisonnable, dans certains systèmes judiciaires, ça veut dire que même si tu dis si, je veux dire qu'il est coupable, on peut dire bah non, en fait, techniquement, tu doutes, donc tu ne peux pas aller jusqu'à cet élément. Et ça dépend bien évidemment des différents systèmes judiciaires, mais ça fait partie des éléments qui ont été mis en place pour, je dirais, assurer, on va dire, une défense grosso modo équitable vis-à-vis vis-à-vis des personnes qui sont accusées, parce que sinon il suffit juste d'instruire un procès à charge et puis on n'en parle plus. Et là en fait dans ce pour le pire, t'as toujours justement cette ambivalence où tu te demandes ce qu'il en est. Et pour revenir à ta question initiale, Oui. je suis ravi que toi tu apprécies Shinju parce que moi je prouve une réelle empathie pour Natsume Arata. Et alors je dirais, le fait est suffisamment rare pour être souligné parce que généralement je préfère toujours les personnages féminins. J'adore les histoires avec les personnages féminins, voilà. En termes de personnages, hein, pas Oui, du tout en termes de bien films. sûr. Et là en fait, ce que j'apprécie vraiment avec Natsume Arata, c'est qu'au début, on va dire c'est juste un assistant social, presque un peu comme ça, presque qui se laisse aller, hein. Un peu Yankee. Voilà, un peu voilà, on se dit ok, je vais te suivre quoi. Et en fait, on s'aperçoit que de sa rencontre avec Shinju en découle toute une sorte d'engrenage auquel il ne s'attendait pas, où il prend conscience des implications au départ, il faisait juste ça en mode je vais aider le gamin et puis voilà. Et en fait, il en vient justement à gagner de l'empathie et à essayer de comprendre justement pourquoi Shinju a fait ça, ce qu'elle veut lui révéler, à aller au-delà même, je dirais, de son rôle d'assistante sociale et d'amoureux potentiel de Shinju pour essayer de tirer un petit peu toute cette affaire au clair. Et en fait, lorsqu'on arrive justement à ce tome 10 et aux discussions, aux échanges qu'il peut avoir, pour moi ça sonne comme une évidence que cette histoire n'aurait pas pu fonctionner si Natsume Arata n'avait pas été assistant social. Et au départ, on se dit, c'est un assistant social parce qu'il fallait une profession et que c'est pas une profession qu'on utilise beaucoup dans un manga, donc ça peut faire un peu exotique. En fait, non. Il est assistant social parce que cette fonction a un réel besoin, une réelle nécessité, à la fois par rapport à Natsume et par rapport justement aux besoins de l'histoire. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que Arata, c'est pas que j'ai de l'empathie pour lui, c'est que je tombe amoureuse de lui, c'est pas pareil. Non, parce que je vais avoir de l'empathie pour Shinju, et c'est ça qui est drôle, et c'est ça qui est extrêmement bien joué, c'est que je me rends compte, la tome 10, qu'elle me fait mal au cœur, et que j'ai envie de la voir avec moi, et qu'elle me dise la vérité, je suis vraiment impliquée dans son histoire, et on en vient même à se dire, je veux qu'elle soit libre, alors que, tome 1, je l'ai vu découper des parents, des mecs, voilà. J'ai vu des enfants pleurer, des mamans dire, je voudrais juste avoir la tête de mon mari, que je puisse faire le deuil, c'est ignoble. Et il arrive, l'auteur, Taro Nagisaka, à nous faire effacer tout ça et se dire non mais elle doit avoir une bonne excuse et se dire on en vient même à vouloir que ces mecs là ils le méritaient parce qu'on veut qu'elle soit libre parce que et cette fille là elle est très très forte parce qu'en fait elle a ce côté un peu mentaliste, un peu à la Griffiths dans Berserk, où elle arrive à voir le fond des gens juste avec ce qu'ils disent, juste avec leur regard, en tout cas elle cherche mais quand il y a la pote de Arata là, qui bosse avec lui là. Oui, c'est pas Minami, je sais plus comment justement, elle la regarde et elle joue tellement facilement avec les gens.
elle en fait ce qu'elle veut et elle est très forte là-dessus, donc ça rajoute sur le côté psychopathe. Mais avec Arata, justement, il y a quelque chose, il y a un échange équivalent entre les deux où on va arriver à, pour Arata, c'est une thérapie, Shinju. Ça lui permet d'extérioriser beaucoup de choses et ça lui permet de se comprendre lui, de sortir des choses. Dans ce tome 10, j'ai pas l'impression de voir qu'il était en consultation, en thérapie avec sa psy, parce qu'il sortait des choses par rapport à son enfance, sa mère, son père, et en fait il lui récupérait plein d'infos. Ouais, et en même temps, c'est ça qui fait qu'elle a confiance en lui, parce qu'en fait il se livre et elle arrive à voir qui ment. Oui. T'es un menteur, elle le dit souvent, t'es un menteur, il ment, c'est pas vrai, nana. Elle joue avec le jury, elle joue avec le juge, elle joue avec tout le monde, et avec Arata, en fait, elle voit en lui la première personne qui va peut-être être réellement honnête avec elle. Parce qu'elle a eu que des gens malhonnêtes. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. C'est qu'on lui a toujours fait croire des choses. Et en fait, elle n'a plus confiance en personne. Elle veut juste voir la part sombre des gens, qu'elle sorte enfin. Si t'es sombre, dis-le. Si t'as des problèmes, si t'as envie de, je sais pas, tuer quelqu'un, dis-le, mais ne mens pas. Et c'est ça qu'elle déteste chez les gens. Et avec Arata, justement, elle le mensonge. Ouais. Le mensonge est quelque chose qu'elle a du mal à supporter. Il y a un aspect de Shinju que moi j'avais trouvé très intéressant parce que je me suis dit, l'auteur il est fort car il nous donne envie d'être empathique, mais quand même il laisse des petits points de détail où tu te dis bah non en fait faut pas, du genre son enfance, enfin plein de choses par rapport à son parcours dans sa vie où on se dit mais évidemment qu'elle a sombré vu qu'elle a vécu ça. Donc il y a une empathie naturelle qui se fait quand on est des humains, voilà, un truc basique. Mais en même temps il rappelle qu'elle a des comportements qui sont étranges et qui sont, on va dire, assimilés par des études scientifiques à des psychopathes, justement. Moi, je me rappelais, quand j'ai lu Pour le pire dès le début, ça m'a tout de suite fait entrer dans des, les espèces de petites blagues qu'on se raconte un petit peu pour se faire peur. Des fois, quand on est jeune et qu'on se réunit, qu'on fait des espèces de pyjama party-like. Avec une lampe de poche, là. Avec parfois la lampe de poche, mais moi je me rappelle d'une histoire, c'est une espèce de devinette où en fait, vous la connaissez très certainement, on parle d'un décès, quelqu'un est décédé, toute la famille de la personne qui est décédée vient donc à l'enterrement, des amis de la famille viennent également à l'enterrement, et une des filles, elle avait 2 filles, cette personne qui est morte. Une des filles c'était une maman, dans l'histoire c'était une maman, de la maman qui est décédée, tombe amoureuse d'un des invités, qui n'est donc pas de sa famille du tout. Elle sait pas du tout qui c'est, mais elle se dit que waouh, il faut que je retrouve cette personne, il faut absolument que je la revoie. Et en fait, cette jeune femme va décider de tuer sa sœur parce qu'elle se dit s'il est venu à l'enterrement de ma mère, si ma sœur est crève, il vient aussi. Et je me dis mais c'est fou parce qu'on aurait pu envoyer un DM. Et donc ça c'est une logique de psychopathe. C'est apparemment on n'a pas la même manière d'accéder au point du point A au point B. Oui. On a des chemins qui sont radicalement différents. Et en fait Shinju, elle a vraiment des fois cette mécanique sur pas mal de choses qui sont montrées dans toute l'histoire. Et je me dis ah ouais, il a trop analysé. Enfin comment il a réussi à prendre, je pense qu'il s'est documenté, tu vois. Je pense qu'il a vu la masse d'informations qu'il nous débite, c'est sûr qu'il est très documenté. Mais du coup, ça ne rend que enrichissant son œuvre parce qu'il nous propose une protagoniste qui est extrêmement complexe et qui est vraiment hyper construite à ce niveau-là, parce qu'on va justement, nous aussi, quand on a connu ces petites blagues et tout, ça reconstruit, ça reconnecte et on se dit c'est pas du vent qu'il est en train de nous créer, c'est quelqu'un effectivement alors avec un passif extrêmement difficile et en même temps avec ces espèces de petites particularités psychologiques un peu effrayantes. Et donc, on se dit, alors peut-être qu'elle est vraiment psychopathe, peut-être qu'elle a vraiment une enfance terrible, peut-être que les deux. Voilà, peut-être que les deux peut-être qu'elle peut comboter, hein. Voilà. Les deux ne s'excluent pas. Petit combo, allez hop, ça part. Mais du coup, je trouve vraiment incroyable l'auteur d'être capable de nous apporter ce genre d'éléments qui sont vrai. Bon. Oui, parce que ce qu'il faut quand même signaler Pour le pire, c'est que c'est pas, je dirais, le but n'est pas d'excuser le comportement de Shinju. Absolument pas. Effectivement, on peut ressentir une certaine empathie par rapport au passé qu'elle tient, aux privations qu'elle a pu subir, aux sacrifices qu'elle a dû commettre, etc. Mais le but n'est pas de dire bon vous savez, elle a tué des gens, mais après tout c'est pas grave. Non, il y a des faits tout le propre de la relation entre Arata et Shinju est à la fois de
prouver la véracité de ces faits, et en fait on découvre que bien évidemment certains de ces faits qu'on pensait pour acquis en réalité cachent d'autres choses, et pour vraiment, je dirais, disposer d'un kaléidoscope complet de la situation, et pour, je dirais, peut-être éventuellement faire preuve d'une certaine empathie vis-à-vis de Shinju, mais qui absolument, le but n'est absolument pas de dédouaner un comportement. S'il y a eu un comportement déviant, quel qu'il soit, et par quel qu'il soit, je veux dire à la fois de la part de Shinju et de la part d'autres personnes, ce comportement reste de toute façon condamnable. On n'est pas dans une apologie du meurtre en série, ou des clowns ou autre. Donc c'est vraiment... et c'est en ça qu'on a justement ce jeu, ce tiraillement entre d'un côté des échanges qu'on souhaite, j'irais voir, aboutir au niveau humain, parce qu'on voit qu'on a une relation qui se développe, qui se noue, qui se tisse, et en même temps, je dirais, au niveau peut-être un petit peu plus cérébral, où on fait, non mais il y a quand même une situation qui est, je dirais, pénalement, je dirais, répréhensible, et donc, quelles vont en être les conséquences ? Mais c'est un auteur en fait qui nous apprend des choses. Et tu me l'avais dit en off justement, car quand tu nous parlais du fait d'avoir eu la possibilité de rencontrer Taro Nogizaka il y a quelques années lors de sa venue en France, tu m'avais dit que cette rencontre était enrichissante sur de nombreux points. Oui, c'est Taro Nogizaka, c'est un des premiers auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Enfin, je veux dire dans un cadre un petit peu plus poussé que bonjour, bienvenue à Japan Expo pour la dédicace, merci, pas de photo. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Donc à l'époque, il n'était pas du tout sur Pour le Pire, il était en repérage pour le 3e Gédéon, donc sa série précédente, donc, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc il était notamment venu à Paris pour visiter le Procope de mémoire, qui est un restaurant du côté d'Odéon, qui est réputé pour avoir été l'endroit où Robespierre, on va dire, être en grosso modo le quartier général de Robespierre. Et donc du coup, il venait en repérage, et donc avec son éditeur, on a eu la chance, donc avec une partie de l'équipe, de pouvoir discuter avec lui et échanger. Et c'est le genre de rendez-vous, en fait, quand on en sort non seulement parce qu'on a rencontré un auteur, mais parce qu'en plus on se sent plus intelligent non pas parce qu'on a eu des petites anecdotes en mode ce que je te disais, je me suis foulé la main donc j'ai eu beaucoup de mal sur cette planche, mais mais plutôt en mode voilà, j'ai réfléchi à mon histoire, etc. Et notamment ce qui m'avait marqué à l'époque du 3e Gédéon, c'est justement, on lui avait demandé, donc, pour rappel, Taro Nogizaka a publié différentes œuvres. Sa première, qui a quand même eu le Grand Prix Shogakukan, qui est Team Medical Dragon, qui est une saga longue de plus d'une vingtaine de volumes, je crois 23 ou 26. Et on ne sait combien de saisons de drama 25. également. 25, merci. Voilà, sur un chirurgien, je dirais un petit peu chien fou, qui veut je dirais, simplement soigner les personnes, mais dans un système hospitalier qui est totalement sclérosé. Et donc, on avait cette série. Après, donc, il était sur La Tour Fantôme, qui se passait plutôt dans les années 50, qui là encore était du côté du polar. Et puis après, donc, il était passé sur le 3e Gédéon, donc, qui se déroulait en France durant la Révolution française. Donc, une de nos questions, c'était de vous dire, je veux dire, les médecins, je dirais, les études de mœurs en 1950 et la Révolution française, vous faites quand même le grand écart à chaque fois. Et dans le cadre du 3e Gédéon, il nous avait expliqué qu'il était tombé sur une étude qui expliquait que symboliquement, Louis XVI était présenté comme le père des Français, dont le roi était présenté comme le père de la nation, et qu'en fait, la Révolution française était une manière qu'avait eu le peuple de justement se libérer de cette emprise du père pour faire valoir son autonomie et son indépendance. Et que de ce fait, quand il s'était lancé dans le 3e Gédéon, c'était justement pour interroger cette notion de paternité, à la fois de Louis XVI, mais cette notion de paternité dans son ensemble, par rapport justement à l'histoire et à la signification. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas encore lu le 3e Gédéon, donc quand il nous a expliqué ça, on fait maintenant on va le lire avec un autre regard. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on avait toutes ces explications. Et c'est là aussi, comme je disais, il nous a expliqué que la Tour Fantôme, il fallait toujours être très vigilant par rapport au titre, c'est-à-dire qu'il n'était pas contre le fait qu'on adapte des titres en français, puisque de toute façon, quand on propose de changer un titre pour un titre, on va dire, plus parlant, plus évocateur en français, il doit être soumis quand même à l'approbation japonaise. Mais c'est là où il nous avait dit que le choix de ces titres n'était pas anodin, et que c'est pas juste un titre parce qu'il fallait un titre. Donc c'est aussi pour ça que pour le 3e Gédéon, alors qu'il n'y avait que 2 tomes de parus, qu'on ne savait pas qui était ce 3e Gédéon, qu'on n'avait pas un deuxième, on s'était dit on va garder ça comme ça, même si effectivement le 3e Gédéon n'est pas forcément très évocateur. Et donc pareil pour le mariage de Natsume Arata, on s'est dit on va pas trop s'éloigner, on ne sait pas encore dans quoi va aller l'histoire, donc c'est pour ça qu'on est resté sur Pour le Pire.
Mais en tout cas, il est fascinant, Taro Nobizaka. Tu m'as donné envie de lire. Alors, j'avais déjà envie de lire le troisième Gédéon, mais effectivement, l'envie est beaucoup plus forte. Vu qu'on a un peu de temps, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on fasse un peu la lumière aussi sur les autres œuvres qu'il a écrites. Alors, moi, personnellement, je suis en train de lire La Tour Fantôme, qui est donc pas le dernier, mais celui d'encore avant, puisque donc dans l'ordre, on a Team Medical Dragon, La Tour Fantôme et le troisième Gédéon. Alors, j'ai pas pensé à noter le nombre de volumes, mais je sais que celui-là, il en a 9. Le troisième Gédéon, il en a 8. Il y en a 8. Ouais. C'est vraiment pas des séries longues à chaque fois, donc c'est pas... Médical, c'est 25. Mais... Ouais. Parce que je triche, hein, on dirait je suis grave calée, mais c'est à la fin du... Oui, t'as vu à la fin du tome 1 le bon travail de la petite promo, auto-promo évidemment à l'intérieur des volumes. Mais Team Medical Dragon, ce qui est rigolo, c'est que moi je me rappelle du drama. Oui. C'était les années 2000, je savais qu'il y avait déjà eu plusieurs saisons et c'était le succès. On avait facilement accès aux audiences sur internet, peut-être que c'est toujours le cas. Et je me rappelle que c'était vraiment l'un des gros succès. C'était des séries un peu fluff qui continuaient, qui revenaient et tout. Team Medical Dragon, c'était vraiment à l'époque de My Boss My Hero, là. Okay. Ça y était. Je l'ai totalement, c'est bon. Okay. Et c'était ça. Et moi, je savais que c'était adapté d'un manga. Je me rappelle, j'avais cherché la couverture à l'époque et j'étais en mode. Je sais pas si ça m'intéresse. Mais j'étais très jeune, j'étais beaucoup plus jeune. Donc je n'ai pas tenté d'aller découvrir Team Medical Dragon à ce moment-là. Mais maintenant que je connais l'auteur, je me dis qu'il faut peut-être que je retente. Alors, c'est des mangas qui sont actuellement toujours commercialisés en papier. Bien sûr. Alors, évidemment, qui sont disponibles en numérique. S'il y a des gens qui ont des problèmes de place, c'est une bonne solution. Personnellement, je l'utilise énormément. C'est comme ça que je lis La Tour Fantôme, sans avoir besoin d'aller dévaliser. Donnez-moi les tomes tout de suite. Sinon, je fais chier. Moi. Ouais, mais ils sont gentils, ils me filent du thé et tout. Dans une belle tasse. Mais c'est ma tasse officielle à Glénat. Je la ramène à chaque fois. Oui, ils me l'ont donnée. J'ai fait pas très bien. J'ai un petit. Avec la marine, t'es du côté de la marine. Okay, et non, mais je trouve la forme magnifique. La forme est superbe. C'est quand même la marine. Oui, c'est la marine. Ça y est, je me fais une réputation. Je suis du côté de la marine et tout. Non, mais c'est parce que il est où le personnage que j'aime. Il est pas dessus. Kiji ? Non. Oh mon dieu, c'est terrible. Celui Kobe. Ah bah non, il est pas dessus. Non, mais il est pas dessus. Voilà, mais bon, il a été dans la marine et tout. Bref, c'est même des choses la marine. Mais quoi qu'il en soit, Taro Nobizaka, donc les œuvres qu'il a fait avant. Pour le pire. Parce qu'en vrai, il y a des gens qui étaient là en mode ah ouais, non, mais c'est hyper glauque et tout. Peut-être que vous pourriez trouver votre bonheur sur d'autres styles qu'il a également écrits. Et en vrai, il y a un peu de tout. Parce que du coup, Team Medical Dragon, c'est vraiment une œuvre qui est portée sur l'univers médical. C'est pas Grey's Anatomy. Non, c'est pas Grey's Anatomy. En fait, c'est une œuvre qui est portée sur l'univers médical. On suit donc l'histoire de, je crois que le personnage s'appelle Ryu, qui est donc une sorte de chirurgien de génie, mais une espèce de chien fou qui veut pas forcément respecter les règles et qui a pour objectif d'accomplir une opération un petit peu particulière, un petit peu spéciale que personne n'a réussi avant lui. Et donc la responsable de l'hôpital vient le chercher en mode j'ai pas assez de monde dans mon équipe, rejoins-moi, alors que lui à la base il est médecin de guerre, hein, donc. Ok. Voilà. Donnez-moi la pierre là-bas. Voilà, je vais l'opérer. Et donc du coup, il accepte. Et en fait, il s'aperçoit qu'à partir du moment où il rentre dans l'hôpital, certes, il y a des opérations à gérer au jour le jour, mais il y a aussi toute une bureaucratie qui est propre à l'administration japonaise, qui est extrêmement lourde, avec des jeux de pouvoir au niveau des conseils d'administration, en mode je t'autorise à faire ça, si en échange tu me donnes ça, etc. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est un petit peu, je dirais, ruer dans les brancards, taper un peu dans la fourmilière pour secouer tout ça. Et forcément, dans un établissement comme l'hôpital qui est aussi bien organisé, avoir une sorte de chien fou qui fait ok, c'est bon, j'ai des doigts de fait pour opérer, mais qui du coup, je dirais, secoue l'ordre établi, c'est jamais très bien vu. Et donc on a géré pour Team Medical Dragon ce double jeu où d'un côté on a ces opérations qui sont des opérations médicales donc extrêmement documentées, pour lesquelles d'ailleurs pour l'occasion on avait fait appel aussi à des médecins pour proposer des bonus explicatifs. Alors sans rentrer bien évidemment dans trop de détails parce que le but n'est pas de perdre le lecteur, mais je veux dire par exemple moi je savais pas forcément où était l'aorte au début, ça me rappelait. C'est où l'aorte alors? C'est quelque part dans le corps. Ok, voilà. D'accord, ok. Oh, c'est là. Voilà. C'est ici, là, juste là ok. Mais il y avait les explications sur les différentes opérations. Et donc, on a à la fois cette partie, je dirais, très, pour le coup, très manga, en mode est-ce qu'il va réussir à suturer, est-ce qu'il y a une complication, etc. Et puis après, avec les autres, je dirais, les autres jeux de pouvoir, très bien, vous avez réussi l'opération, mais par contre, par rapport à ce que je vous ai demandé, c'est pas possible. Donc, je vais devoir être dans l'obligation de réduire vos crédits. Et peut-être fait non, mais il vient de sauver la vie d'un gars qui était normalement mort.
Et là, d'un point de vue administratif, et donc il y a vraiment une véritable tension qui fait que c'est un page turner. En plus, ça se lit aussi vite que ces autres séries, parce qu'en fait, il faut savoir que le dessin de Taro Nogizaka est vraiment très expressif, et il est tellement expressif qu'en fait, il se passe de bulles. Et donc du coup, ça se lit très très vite. C'est déjà le cas de pour le pire. Je l'ai défoncé. Voilà. Je trouvais qu'il se les évite aussi. Voilà. Et c'est pas pour rien, je disais que justement, Team Medical Dragon a reçu Grand Prix Shogakukan à l'époque, parce que vraiment c'était un page turn. Est-ce que c'est l'œuvre qu'il a fait connaître au grand public japonais, j'imagine, en toute logique. Oui, je sais pas s'il avait fait d'autres trucs avant, mais... Je viens de regarder les premières pages de La Tour Fantôme, j'aime beaucoup la dame sur l'horloge. Oui. Alors là, du coup... Spoiler alert, c'est dégueu. Voilà. Alors oui, avec La Tour Fantôme, du coup, là, on bascule donc, pour cette deuxième série. Oui. On bascule donc du coup plutôt sur une enquête policière dans les années 50, autour justement d'une femme retrouvée morte sur les aiguilles d'une horloge. Les aiguilles, voilà, elle était attachée dessus. Voilà. Je laisse imaginer quand oh mon Dieu, c'est la Tour Fantôme. Voilà. Quand l'aiguille a fait le tour, l'état du corps. Voilà, c'est ça, puisque forcément elle n'a pas été attachée quand il était minuit. Du coup, forcément, début de curiosité un petit peu de la part des personnages, et qui cherchent d'abord juste vraiment pour eux, hein, même pas pour enquêter, à essayer de comprendre. Et en fait, il s'avère que très rapidement, par quelques concours de circonstances, les forces de police ou les gens vont penser que eux qui enquêtaient pour leur curiosité sont en réalité à l'origine de ce meurtre sur l'horloge. Et donc on bascule cette fois-ci du coup dans une course-poursuite à travers le Japon dans les années 50. Course-poursuite où ils doivent bien évidemment prouver leur innocence, donc revenir sur les lieux du crime et interroger les différentes personnes, tout en tirant justement, je dirais, la vérité des différentes personnes. Notamment, il y a un procureur déjà présent dans La Tour Fantôme, qui s'appelle Monsieur Maroubé, qui est un procureur qui a une vision extrêmement claire de la situation. Et en fait, on réalise que là, vraiment, on a tout un tas de faux semblants qui commencent à se mettre en place, que les personnages ne sont pas tout à fait, bien évidemment, ni tout blanc, ni tout noir. Et vraiment, là, on va dire, je dirais, ces premiers films, ces premiers voiles qui se posent sur chacun des visages. Donc là, vraiment, on touche véritablement à la psychologie. Là où Team Medical Dragon était plus, je dirais, un peu plus, entre guillemets, bas de front, c'est-à-dire que les personnages, quand ils faisaient une grimace, ils avaient des vraies têtes de méchants. Là, vraiment, dans La Tour Fantôme, ça devient plus vicieux. Ça devient un peu plus vicieux. D'ailleurs, tu parlais de la femme sur l'horloge, elle est en première de couverture. Oui, voilà. Mais je préfère sa position à la fin. Voilà. Et donc, La Tour Fantôme est une série courte en 9 tomes. Et je vous avoue que quand on l'a édité, quand on a acquis les droits de la série, on connaissait absolument pas la fin, puisque la série était en cours. Et quand on a eu le 9e tome qui arrive, on fait « Ah ouais !» Et parce qu'effectivement, on s'y attendait pas du tout. Ah, trop bien. Et on fait ok, bah, j'irais bien acheter un Take My Money, mais j'étais l'éditeur, donc ça marche pas. Je suis totalement hypé. Et du coup, une fois que j'ai fini, je fais, bah, en fait, va falloir que je relise le début, parce que pour pouvoir réussir à un peu tout comprendre. J'adore. Moi, je suis sur le premier tome, et en fait, avec tout ce que tu m'as dit, je me suis dit, ah bon, ah d'accord. J'étais en mode, car je me faisais déjà une idée de où ça allait partir, car j'ai dû lire la moitié du premier tome à peu près, et fin chapitre 2, grosse révélation, tu fais déjà. Déjà. Ah, bah, en même temps, c'est que ça. Hein, c'est tout pour le pire, c'est une enquête tout le temps. C'est une enquête aussi. Après, j'adore le côté. On est dans les années 50, c'est ça au Japon. Ouais. C'est quelle ère déjà? Ça, c'est l'ère. C'est pas Showa, c'est pas Taisho, non? Je sais plus. Mais c'est une de ces ères-là où en fait, du coup, effectivement, les ruelles et tout, c'est pas du tout les mêmes. Il y a un petit côté un peu vieille Angleterre, tu sais, de l'époque de Jack l'Éventreur. Oui, et puis avec les mœurs qui ne sont pas du tout les mêmes, donc forcément, comme les mœurs sont particulièrement guindées, dirons-nous, forcément, à partir du moment où vous voulez un petit peu enquêter dans les marges sur ce genre de situation, bah, vous êtes de toute façon de base mal vu. Donc il y a aussi justement là encore ce jeu de faux semblants qui fait que on a un peu peur pour les héros. Et du coup, moi je pensais qu'ils allaient être un petit peu posés, mais là tu me dis ça va partir à l'aventure. Je suis oh mon dieu, ils vont partir à l'aventure. D'accord, ça. Voilà. Oui, mais c'est juste que par rapport au début que j'avais, je me disais ça va rester près de la tour, ça va créer des fondations un petit peu. Je veux dire en termes d'espace. Des apparts. Je dirais si tu veux de l'aventure, pour le coup, tu peux basculer dans le 3e Gédéon, parce que comme ça se déroule pour le coup au Royaume de France, en fait, on va suivre. Royaume de France. Ouais, à l'époque de la Révolution française. On appelait ça le Royaume de France. Comme il y avait un roi. Louis XVI était roi. Mais j'ai jamais vu dans les livres d'histoire le royaume de France. Ça me fait un peu bizarre. Donc à l'époque de Louis XVI, il y avait un roi. C'est devenu un conte de fantaisie. Donc ça se déroule en France. Et en fait, on y suit du coup deux personnages, donc un certain Gédéon et un autre Jacques, si je me rappelle
Robespierre, non. Jacques et Non, Gédéon non, C'est Georges, non Mais Gédéon, Non, c'est Georges, français pardon, comme prénom Georges, voilà. Georges. Oui, Gédéon, c'est français. Voilà. Donc, Gédéon, homme du peuple, cherchant à se présenter donc, aux États généraux, donc plutôt un homme, on va dire, un peu politique. Là où l'inverse, donc Georges, lui, est un aristocrate qui veut arriver à ses fins. Et donc, on a donc déjà, premier tome s'appelle le troisième Gédéon. Les deux personnages, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Gédéon. Donc, je vous laisse deviner où est déjà le deuxième Gédéon. Et donc, on suit donc du coup ce destin de deux personnages qui vont se retrouver confrontés par le biais de la Révolution française avec des idéaux totalement différents. Un qui veut représenter le peuple et un qui reste aristocrate et donc qui cherche plutôt à défendre ses intérêts. Dans cela, on croise du coup bien évidemment, ce qui est toujours admirable dans ces cas-là, c'est quand la petite histoire croise la grande histoire. Je parlais de Robespierre tout à l'heure, on croise Robespierre là-dedans et je peux vous dire que le Robespierre qu'on y croise est particulièrement éloigné de la version idéalisée qu'on peut en avoir en France. D'accord. C'est-à-dire plutôt du côté de la terreur que du côté de l'avocat. Ok. Voilà. Et tout l'intérêt du troisième Gédéon, c'est qu'on a aussi tout autour de ça, bien évidemment, le roi Louis XVI, la cour Marie-Antoinette. A de droit de voir Lady Oscar qui apparaît. Exactement. Voilà. Et en fait, se pose la question pour les personnages, les uns et les autres, en fait, la question justement de la paternité, puisque le Gédéon, en l'occurrence, qui va aux États généraux, a une fille. Une fille de, je sais plus, 14 ou 16 ans, donc qui du coup veut gagner en autonomie. Et donc, dans une époque que sont justement les bouleversements de la Révolution française, Gédéon veut protéger sa fille, mais sa fille, elle, bah non, laisse-moi vivre. Et donc, avec justement la prise de la Bastille, avec les révoltes extérieures, avec aussi des jeux de pouvoir qui font que justement, on fréquente tantôt la noblesse, tantôt le tiers-état. Et donc, on a vraiment un tourbillon où on s'aperçoit que chaque personne en fait ne représente pas une classe. On n'a pas un héros qui représente le tiers-état et un héros qui représente la noblesse, mais en fait chaque personne cherche juste à survivre, à faire en sorte que sa famille survive. Et donc on retrouve également l'empathie qu'on avait dans La Tour Fantôme, qu'on avait dans Tim et Dick Aragon, qu'on a également dans Pour le Pire, où en fait juste par le biais de la grande histoire, on a des multiples facettes de la Révolution qui se dévoile à nous. Tout ça avec justement cette réflexion autour de la paternité et notamment de ce que représente Louis XVI en tant que père. Et alors, je vais pas vous apprendre, je vais pas trahir un secret en vous disant que Louis XVI va être décapité. Hein. Oh mon Dieu! Ça fait partie de l'histoire. Mais cette décapitation fait aussi partie d'une réflexion justement sur le statut de la paternité. Waouh! Marie-Antoinette est présente. Marie-Antoinette est présente, avec justement toutes les réflexions sur le fait qu'elle veut protéger sa famille et ses enfants, et pas simplement je suis la reine qui s'est gâché des brioches parce qu'il n'y a plus de... C'est bien plus compliqué que ça, quand même. Oui, c'est bien compliqué. Je trouve que, alors peut-être que c'est une illusion que j'ai, mais j'ai l'impression que cette période historique de notre bon petit pays attire quand même beaucoup les artistes, de manière générale. Marie-Antoinette, j'ai l'impression que c'est le personnage historique français qui a été le plus repris à toutes les sauces, dans des sauces totalement humoristiques et what the fuck. Et on a pas mal de mangas actuellement disponibles en France autour de ce personnage. Je ne sais pas pourquoi il fascine autant. C'est soit l'air et d'eau, soit le 18e siècle en France. Il y a quelque chose, hein. C'est incroyable, parce que mon fils est actuellement dans ses cours d'histoire sur cette période historique, donc la date de la Révolution, tout ça, nanana. Et moi je lui dis, ouais, et Marie-Antoinette, il me fait... la femme du roi, là, pas très intéressante. Je fais, comment ça, pas très intéressante? Ben, c'est juste la femme du roi. Enfin, c'était une Autrichienne, quoi. Et je fais, mais tout le monde écrit sur elle aujourd'hui, elle fascine tout le monde. Il vient de commencer le programme. Mais oui, mais du coup, le truc, c'est qu'il me dit, mais pourquoi le monde est fasciné par cette Autrichienne? J'ai fait, arrête de l'appeler l'Autrichienne, c'est bizarre. Mais du coup, c'est vrai qu'il que... a retenu d'elle, en fait. C'est tout. Mais je trouvais ça un peu amusant, parce que c'est vrai que quand on y pense, le roi de France, le roi de France, tu vois, mais non, mais tout le monde était un petit peu beaucoup plus finalement sur Marie-Antoinette. Oui. Et après, c'est cette période-là qui semble globalement un petit peu fascinée. J'ai donné 2-3 noms d'œuvres tout à l'heure, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Et je vous laisse évidemment chercher sur votre ami les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de Marie-Antoinette, il y a eu un one-shot chez nous, donc Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, qui justement s'intéresse donc à
Marie-Antoinette. En BD non pas... ou en manga? Non, manga chez nous. Donc un one-shot. Et qui s'intéresse du coup, donc, non pas à Marie-Antoinette telle qu'on la connaît, donc comme épouse de Louis XVI, etc., Oui. mais plutôt justement en tant que jeune fille, du coup jeune autrichienne, qui arrive en France, promise à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. À l'époque, spoiler alerte, les photos n'existaient pas. C'est pas faux. Donc Il est beau. voilà, elle avait vu une vague représentation et je suis même pas certain que la représentation était fidèle. Et donc, comme c'est des mariages arrangés, ça s'était fait comme ça. Et donc en fait, on suit. Donc c'est un one shot, hein, donc si vous êtes à la recherche de séries courtes, il y en a qu'un. Et on suit du coup la jeunesse de Marie-Antoinette. Donc l'idée n'est pas d'avoir la biographie de Marie-Antoinette jusqu'à son décès. Hein. L'idée c'est vraiment de comprendre comment elle, on va dire autrichienne déracinée, venue s'installer en France, a essayé à sa mesure d'intégrer les codes de la royauté, les codes de la noblesse, d'être, on va dire, moins perçue comme une étrangère que ce qu'elle était. Et du coup c'est quelque chose qui est aussi vraiment extrêmement éclairant sur le personnage, puisqu'on n'a plus la dimension mythique de c'est la femme de Louis XVI. On a une version beaucoup plus humaine. Ouais, parce qu'en plus son arrivée, ça a été compliqué pour elle. Déjà, elle parlait pas français, donc elle a dû apprendre le français. Elle venait à peine d'avoir ses règles. Tu vois, il y a pas mal de petites choses comme ça à l'intérieur du palais. Louis XVI, tu vois, il paraît que c'était un otaku. Il y avait la comtesse du Barry, il y avait plein de choses. Il y avait les sœurs aussi qui étaient là qui n'aimaient pas la comtesse du Barry. Il y a plein de trucs. C'est vraiment des machinations, un peu comme ce qui se passe des fois dans les cours, tu sais, impériales. Oui, bien sûr. C'est pareil. Les complots à l'intérieur, et c'était en plus le fameux sang noble, le sang bleu. Oui. C'est vraiment des personnalités extrêmement exécrables. Et du coup, la pauvre, elle est arrivée là. En plus, elle a été choisie au milieu de ses sœurs, parce qu'elles avaient la petite vérole. Du coup, elles étaient connues pour être belles. Donc du coup, j'y vais, j'accepte mon rôle, et puis c'est tout. Et c'est assez glauque, hein, quand même, comme début de vie, d'adolescence. Et non, c'est un personnage qui est assez ouf, parce qu'elle a été extrêmement forte très jeune, en fait. Je pense que c'est pour une des raisons qui font qu'elle intéresse autant, clairement. Finalement. Parce on a Cléopâtre et on a Marie-Antoinette. Non, mais c'est vrai, c'est les deux. C'est on a gagné, forte. on est dedans. Ouais, c'est la France est dedans. La France. Bien joué. Ouais, c'est fait décapiter. On peut pas. Au moins, elle est morte dans sa jeunesse, dans sa beauté. Oui, et elle est allée fièrement sur l'échafaud, je crois. Elle est montée. Comme une reine. Comme une reine. Elle est jusqu'au bout. Je suis même pas sûre que le peuple le voulait, mais il s'est dit écoute, c'est dans le lot, frérot. Je suis désolée. Hein. C'est le package, malheureusement. C'était le package. Effectivement. Mais écoutez, on a fait pas mal le tour sur aussi bien pour le pire. On a vraiment donné tous nos ressentis dessus. Et on vous a parlé, grâce notamment à Benoît, des autres œuvres de Taro Nogizaka. Et vraiment, je pense que en vrai, il y a vraiment moyen de se faire plaisir parce que l'intérêt de cet auteur, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui construit hyper bien ses histoires, et donc c'est pour ça que c'est un vrai plaisir à la lecture. Puis en plus, son trait, elle a très très légèrement évolué quand même. Je vois pas, genre entre La Tour Fantôme par exemple et Pour le pire, on sent qu'il y a un petit level up, mais il est pas non plus immense. Donc on est aussi quand même encore sur des œuvres qui sont hyper accessibles visuellement, elles sont agréables à lire aussi à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à avoir un petit peu de curiosité, toujours le bon plan aussi évidemment, d'aller sur Glénat Manga Max pour lire les premiers chapitres gratuitement. À chaque fois, le premier chapitre de toutes les séries dispo chez Glénat est disponible sur la plateforme, donc ça peut vous donner au moins une petite idée, parce que des fois des chapitres sont assez longs. Des fois il y a des chapitres on fait pour les CNN en général, ils font pas 20 pages, ils font beaucoup plus, donc ça permet quand même de se faire une petite idée. Et je terminerai juste par un point, n'hésitez pas à le commander en librairie, parce qu'en fait ce sont des séries qui sont particulièrement, particulièrement appréciables à la lecture, mais que les libraires n'ont pas forcément systématiquement en rayon, et c'est pas parce que le titre n'est pas en rayon qu'il n'est pas disponible. Donc si vous savez, si vous voulez vous lancer dans La Tour Fantôme, Pour le pire, le 3e Gédéon ou même Timmy Dragon, commandez-le auprès de votre libraire. Tous les libraires peuvent vous les commander sans aucun problème. Oui. Merci pour cette précision, et j'en profite pour vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. C'était vraiment très très cool de vous avoir à mes côtés, c'était intéressant. Quand on m'a appelé pour le pire, je dis bien sûr, qui d'autre Qui d'autre Non, et encore une fois, moi si je dois donner un petit mot, arrêtez de vous focus sur les covers, je vous en supplie. Vraiment, lancez-vous, parce que je sais que c'est souvent la première impression et ce qui se passe derrière. Bon, déjà, normalement, avec le résumé derrière, la 4e, normalement, ça devrait vous mettre sur la piste que, non, ça va pas être de la romance. La romance, c'est bien, mais des fois, ça peut bloquer. C'est vraiment une œuvre, si vous passez à côté, c'est dommage. C'est vraiment très, très dommage. Et évitez de passer à côté des œuvres juste à cause des covers. L'habit ne fait pas le moine.
Ah, dans cette œuvre, absolument pas. Absolument pas. C'est la meilleure métaphore pour en parler. Sortez de votre zone de confort surtout pour Aussi, votre culture oui. manga et pour ouvrir un peu vos chakras sur les mangas. C'est bien de sortir un peu de sa zone de confort. C'est une belle claque cette œuvre, hein. Elle a Oui. raison Soso. Merci beaucoup, on te retrouve évidemment sur tous tes réseaux sociaux, on te Oui. retrouve dans Yata aussi tous les mercredis, Oui. sur le Move, bien Ouais, évidemment. Demain, 19h. Demain, justement, demain c'est mercredi. 19h, effectivement. 21h, pardon, excusez-moi. De 19h à 21h Qui sait, sur peut-être le que je vais Move. parler pour le pire d'ailleurs. Oh, nice, Ça fait Nice. plaisir. Merci beaucoup Soso et Avec Benoît, évidemment. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Ça faisait vraiment longtemps qu'on t'avait pas eu ici, hein. Je disais tout le temps que t'étais mon co-animateur. Bah écoutez, tu m'as fait mentir pendant Voilà. longtemps. Bah, Mais Je crois que je serai là à la prochaine live. il me semble. c'est ce qu'on m'a glissé dans l'oreille. Du coup, je vais pouvoir refaire cette blague à la prochaine émission. C'est merveilleux. D'ailleurs, je vous rappelle que la prochaine émission sera pour le début du mois d'avril et que nous aurons comme thématique Rave. Oui, ça y est, cette espèce de réédition fabuleuse là, avec la taille parfaite. Hein, c'est pas imperfect, mais c'est la taille parfaite, donc prise en main hyper agréable. Revient chez Glénat. C'est une nouvelle qui était merveilleuse quand je l'ai apprise. Et ça y est, on va en parler. Et j'ai très très hâte de vous retrouver donc d'ici 2 semaines pour qu'on puisse clairement s'adonner à notre passion pour cette œuvre tous ensemble. Et donc, si j'ai bien compris, avec déjà Benoît à mes côtés et pour l'autre guest ou les autres guests, eh bien écoutez, vous le saurez en suivant les réseaux sociaux de Glénat. Passez une excellente soirée, merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir participé également sur le chat. Bonne soirée à tous, ciao. Bye bye, lisez pour le pire.